Eh ben, bienvenue. C'est une bonne après-midi. On est ravis de vous accueillir tous là et on est ravis du succès de cette semaine. Donc voilà, profitez-en bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre de nous accueillir chez Humans Madrid. Je suis vraiment ravi d'être là entouré des personnalités extrêmement inspirantes et je vais rester assez humble dans l'approche qu'on va vous proposer puisque j'ai vu que vous êtes tous des experts des réflexions de design sur comment est-ce qu'on monétise d'autres choses que uniquement des choses financières. J'ai vu que vous percevez tous d'une certaine façon la conception de la nouvelle valeur. Je vais vous partager celle qu'on porte chez 28 degrés Design, hop, qui est une agence de stratégie et de business design, c'est-à-dire on accompagne des entreprises dans la création de nouveaux projets innovants qui s'inscrivent dans cette logique de la création de la nouvelle valeur. Donc on a dû évidemment poser une définition, mais c'est une définition qui est mouvante, c'est quelque chose qui est encore expérimental, donc ne prenez surtout pas cette présentation que je vais partager avec vous comme un dogme, comme une norme. On a identifié un certain nombre de principes de design qui nous permettent de questionner un certain nombre de choses aux côtés des entreprises avec lesquelles on travaille, mais évidemment, ce n'est pas exhaustif. Et c'est pour cette raison-là que j'ai l'honneur d'accueillir autour de cette table ronde Michael, Laurence et Dominique, que je vais vous présenter tout à l'heure, que j'ai souhaité associer à cette réflexion pour que, à partir de la vision qu'on a pu bâtir au sein de l'agence sur les nouveaux principes de design, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on conçoit un nouveau modèle économique, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on souhaite repenser la façon dont on produit, dont on capte et dont on distribue la valeur qui est créée par un acteur économique, souvent des entreprises, mais ça peut être aussi d'autres organismes qui créent de la valeur. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour que cela soit davantage vertueux, pour que cela soit compatible avec les limites planétaires, pour que cela soit compatible avec les enjeux sociétaux et environnementaux qui sont en cours. Et du coup, je vais essayer de rapidement rentrer dans le vif du sujet pour introduire cette vision de quels sont les grands principes du design que nous on suit pour ensuite vous donner la parole, Dominique, Laurence et Michael, et en discuter pour voir comment cela se passe chez Interface, comment est-ce que cette nouvelle valeur, elle peut émerger, quid de la distorsion entre le discours, la volonté d'agir et l'action réelle, et quid de la place du design en tant que discipline qui permette à des entreprises d'aborder différemment des sujets qu'une approche traditionnelle de prise de décision purement rationnelle. Du coup, qu'est-ce que c'est une nouvelle valeur selon 28 degrés design? C'est une définition qui est simple, mais qui se veut efficace. C'est une façon de créer de la valeur au service de la performance économique. Donc, ce n'est pas une création d'une valeur décroissante, puisque ça peut être aussi un concept à explorer, mais en s'alliant avec le progrès sociétal. C'est très proche de ce que Michael Porter a appelé la valeur partagée aux États-Unis à l'époque, qui considère qu'il est possible de créer de la valeur économique tout en résolvant un certain nombre d'enjeux sociétaux. Du coup, quels sont ces différents principes que nous avons vus dans la création de valeurs nouvelles, renouvelées? À quoi faut-il penser? Quelles sont les ambitions qu'une entreprise devrait se donner pour aligner son modèle économique avec les enjeux du monde dans lequel on vit? C'est tout d'abord l'inclusivité. Comment est-ce que la façon dont on crée, dont on capte et dont on produit de la valeur, on la crée non seulement pour l'entreprise en tant que telle, non seulement pour ses clients, mais aussi pour l'ensemble des parties prenantes qui peuvent en être impactées. Les fameuses externalités qui peuvent être négatives ou positives, comment est-ce qu'on fait pour les maximiser au service d'un écosystème qui entoure l'entreprise dans son ensemble, qui n'est pas du coup considéré comme un acteur économique auto-existant, mais qui devient un acteur économique qui s'inscrit dans un écosystème plus ou moins ouvert. Cette valeur, elle doit être créée de façon symbiotique, c'est-à-dire en s'inscrivant aussi dans les enjeux, évidemment, des écosystèmes naturels qui entourent l'entreprise, puisqu'il n'y a pas que l'humain, mais il y a aussi la nature. Donc, comment faire pour penser l'entreprise en symbiose avec les écosystèmes naturels qui l'entourent? Je vais vous donner quelques exemples plus tard pour le rendre, évidemment, plus concret.
Ensuite, aujourd'hui, on est face à l'imminence des enjeux sociétaux. Rémi parlait tout à l'heure de la vision d'un système, comment faire pour qu'on puisse faire avancer tout un système, puisqu'une entreprise s'inscrit dans un système dont elle est aussi dépendante. Donc, comment est-ce qu'on peut faire de sorte à ce qu'au travers des projets de nouvelles valeurs qu'une entreprise souhaite mettre en place, ils deviennent plus ou moins transformatifs pour le système dans lequel elle évolue, ou elle évoluera le lendemain. Comment est-ce que une petite entreprise ou un petit projet qui permet de sortir du plastique à usage unique devient la norme demain? Comment est-ce que la consommation de l'usage devient la norme demain plutôt que la consommation du produit? Donc ce volet transformatif, ça se pense aussi, en tout cas ça peut se réfléchir, et je vais vous montrer un certain nombre d'entreprises qui l'ont conçu de différentes façons. L'une des façons, en tout cas, de porter un projet dans une économie qui est de plus en plus une économie de l'influence, où les gens s'inspirent les uns des autres, une économie qui est interconnectée, c'est le récit. Donc comment est-ce que, au travers d'un projet qu'une entreprise mène, qui peut être un petit projet, on en fait un nouveau récit qui soit capable d'instaurer une nouvelle norme? Donc pour nous, tout projet qui se veut être générateur de la nouvelle valeur se doit aussi explorer son esthétisme au sens ethos du terme. Ethos, ça vient du grec, c'est le récit. Donc comment est-ce que la nouvelle valeur peut-elle, enfin le projet générateur de la nouvelle valeur, peut-il être aussi au service d'un récit qui va au-delà du projet lui-même, qui le transcende? Et enfin, le cinquième principe, c'est un principe d'humanisme, puisque tout projet qu'une entreprise mène, elle le mène dans un système qui par nature est imparfait, donc il faut engager l'humain qui lui-même il est imparfait, il faut savoir prévoir les dérives. Donc il n'y a aucun projet, y compris Interface, qui est une entreprise exemplaire et dont on va très certainement parler, puisque je vous avoue qu'elle m'a beaucoup inspiré pour bâtir ces réflexions autour de la nouvelle valeur, y compris Interface, a des imperfections, en aura encore demain, et du coup, comment faire pour les prévoir et pour mettre en place aussi des plans d'action correctifs au moment où les imperfections deviennent la réalité. Juste pour vous donner un certain nombre d'exemples de chacun de ces principes, et je vais commencer à prendre mon temps pour ne pas être trop long, puisque je peux aussi m'envoler dans des choses relativement lyriques. L'inclusivité, comment est-ce qu'on peut penser à l'inclusivité? Tout d'abord, donc si on dit l'inclusif, c'est créer de la valeur avec et pour les parties prenantes, les engager dans la co-création de la valeur. La première chose, et le premier partenaire d'une entreprise, c'est évidemment ses clients. Et comment est-ce qu'on peut faire de sorte à ce qu'une entreprise crée de la valeur pour les clients, de sorte à ce qu'elles répondent tout simplement à leurs besoins, qu'elles n'en créent pas nécessairement des nouveaux si on doit s'engager dans un monde qui a des ressources limitées. Donc, le volet de la co-création pour mieux répondre, la co-création avec sa clientèle pour mieux répondre aux besoins réels, c'est un premier niveau de la création de la nouvelle valeur inclusive. L'exemple que je vous montre ici, c'est une marque Réunie, c'est une marque de vêtements qui co-conçoit l'intégralité de ces gammes de produits avec ses clients en les questionnant sur leurs besoins réels, sur la façon dont ils verraient les ceintures de demain, dont ils verraient les sacs à bas de demain. Bref, c'est une entreprise qui ne sort aucun produit sans qu'il soit co-construit avec ses premières parties clients qui sont les clients. Ceci étant dit, une entreprise qui se veut être inclusive et créer de la valeur pour les différentes parties prenantes ne peut pas se contenter d'inclure uniquement son client, elle peut inclure aussi son environnement proche de partenaires qui sont soit dans sa chaîne de valeur, soit en dehors de sa chaîne de valeur, mais dans sa zone de chalandise, dans sa zone d'activité. C'est l'exemple, par exemple, des différentes marques d'eau du groupe Danone qui sont dépendants des empluvias. Les empluviums, c'est les endroits où tombe l'eau et au bout de 10 ans, cette eau est purifiée par les minéraux qui sont dans le sol et arrive dans une source où ensuite cette eau elle est embouteillée dans des bouteilles d'Evian, dans des bouteilles Badois, dans des bouteilles différentes. La façon de protéger l'empluvium peut être diverse. Soit on peut préserver la nature de l'empluvium de sorte à ce que notre actif en tant que Danone soit garanti à vie pour que l'eau puisse sortir toujours pure. Donc on peut exproprier les personnes qui vivent sur l'empluvium pour
pour protéger l'empluvium ad vitam aeternam. C'est le cas de beaucoup de marques d'eau, par ailleurs, qui font ça, qui créent des zones protégées sur les empluviums. Soit on considère que les personnes, les individus qui sont sur l'empluvium, qui ont une antériorité, on les embarque dans une aventure de sorte à ce qu'ils ne créent pas de la valeur néfaste pour l'empluvium à terme, etc., etc. Et donc Danone a conçu une proposition de valeur nouvelle pour ses partenaires, qui sont devenus notamment des agriculteurs, mais aussi les collectivités locales, pour les engager dans du zéro pesticide. C'était les pionniers du zéro pesticide, les agriculteurs qui sont sur les empluvias, avec l'aide de Danone. Ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de cette approche, Danone a pu intégrer dans sa chaîne de valeur les partenaires qui n'y étaient pas intégrés auparavant. Par ailleurs, ça s'est réalisé autour de la création d'une association qui perçoit à la fois de l'argent issu de la taxe d'embouteillage, donc qui est versé à la collectivité où l'autre source émerge, et par Danone en tant que groupe qui double ces fonds-là. Et ce sont ces fonds-là qui financent la transition des agriculteurs et des collectivités vers du zéro pesticide et vers des pratiques culturelles qui permettent de garantir à ce que l'eau ne soit jamais attente d'éléments néfastes. Le troisième niveau qui nous semble intéressant dans la création de valeur, c'est de rentrer pratiquement dans du commons, rentrer pratiquement dans de la coproduction et la cogestion de la valeur qui est créée avec la société civile. C'est le cas de Suez avec la métropole Saint-Étienne, qui ont conçu une plateforme qui est une sorte de méta-plateforme dont l'objectif, c'est de répondre à des usages qui seront eux-mêmes définis par les participants à cette plateforme, que sont les citoyens de la métropole Saint-Étienne. Ce sont les citoyens qui définissent c'est quoi les usages autour des déchets, autour de la mobilité, autour de l'éducation, autour du stationnement en ville qui leur manque, c'est quoi les enjeux qui leur manquent. Ils les définissent. Autour de cela, Suez, avec Saint-Étienne, grâce à cette plateforme, définissent les données dont ils auraient besoin pour permettre à un certain nombre d'acteurs économiques de développer des applications qui permettent de répondre à ces usages manquants. Et derrière, demander à la société civile l'accord sur le partage de ce type de données, la captation de ce type de données pour ensuite les donner à disposition des acteurs économiques qui créent des applications qui vous permettent de savoir où sont les stationnements disponibles pour désembouteiller la ville, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de système, certes, il y a un acteur économique au début, mais la valeur intégrale est coproduite et co-gérée avec les citoyens du territoire qui décident eux-mêmes de ce qui est important pour eux, qui décident ce qu'est le fameux commons pour eux. Voici donc pour l'inclusivité les trois niveaux qui nous semblaient intéressants à explorer. C'est comment est-ce qu'on peut co-créer avec la clientèle, comment est-ce qu'on peut engendrer des alliances qui vont au-delà de notre propre chaîne de valeur, mais qui intègrent de nouveaux partenaires dans une chaîne de valeur, voir comment est-ce qu'on peut co-gérer un modèle économique avec la société civile dans une logique de commons. Sur la valeur symbiotique ou sur le principe de design symbiotique, donc penser l'entreprise en symbiose avec les écosystèmes naturels. Le premier niveau, c'est la neutralité. Comment s'assurer que mon entreprise ne nuise pas à la nature qui est environnante. L'une des premières entreprises internationales mondiales qui s'est déclarée et qui a été auditée, donc a priori, c'est vrai, c'est déclaré neutre en carbone et neutre en impact environnemental. C'est Bosch qui a réussi à l'être sur le scope 1 et 2, c'est-à-dire ce qui relève de leur activité propre au travers des actions de réduction de consommation énergétique, au travers des actions de passage aux énergies renouvelables. C'est une première entreprise qui s'est positionnée sur cela. Ils sont devenus tellement pionniers qu'ils ont même lancé une activité de conseil autour de l'efficacité énergétique pour le compte des autres entreprises. Donc cette connaissance qu'ils ont acquis sur comment neutraliser nos émissions à nous, comment neutraliser nos impacts environnementaux à nous, ils la partagent aussi avec les autres. Ceci étant dit, vous le savez très bien qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus d'être uniquement neutre en carbone. Le deuxième niveau du symbiotique, mais c'est déjà intéressant de ne pas nuire, le deuxième niveau, c'est de se poser la question quels sont les services écosystémiques ou les services environnementaux
que l'on peut contribuer à créer au travers de notre activité. Les services environnementaux, la liste, elle existe, elle est définie. Il y a des services environnementaux de type support, c'est-à-dire comment est-ce que, par exemple, on peut créer des supports pour que les habitats pour l'écosystème naturel puissent persister dans la durée. Il existe des services écosystémiques de type approvisionnement. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'eau qu'on boit va toujours être propre? Comment s'assurer que l'air qu'on respire va toujours rester propre? Et il y a des services écosystémiques de type support approvisionnement. Et le dernier, j'ai oublié, ça me reviendra tout à l'heure, mais c'est des services écosystémiques qui permettent de faire se fructifier la nature. C'est par exemple comment est-ce qu'au travers de notre activité, on contribue à ce que la pollinisation puisse s'accroître. Bledina s'est fixé cela comme objectif. Ils se sont fixés comme objectif d'embarquer toute leur chaîne de valeur et notamment les agriculteurs dans ce qu'ils appellent l'agriculture régénératrice, c'est-à-dire une agriculture qui redonne à la nature, c'est conceptuel, mais qui redonne à la nature plus qu'elle ne lui prend, c'est-à-dire l'intégralité des pratiques culturelles des agriculteurs, des 200 agriculteurs de Bledina, doivent respecter un cahier des charges qui va bien au-delà de ce que la bio, par exemple, en pose, mais va dans là où nos agriculteurs passent, il va y avoir davantage de pollinisateurs. Là où nos agriculteurs passent, il va y avoir la terre qui se régénère, les sols qui se régénèrent. Ce qui permet à Bledina de définir un certain nombre de services environnementaux sur lesquels ils se sont fixés et où ils souhaitent devenir une entreprise à impact positif. Et enfin, le troisième niveau qui me semble extrêmement intéressant et dont on va parler plus tard, c'est de considérer que non seulement on est neutre vis-à-vis de la nature, on ne lui nuit pas, non seulement on essaye de définir c'est quoi les services environnementaux qui nous semblent les plus intéressants à pousser, où on veut devenir régénératif et on veut créer de la valeur pour la nature, ça peut être intéressant de se dire, et si nous étions comme la nature? Et c'est la question que s'est posée Interface, on en parlera plus tard, mais dans le cadre du projet Factory as a Forest, où ils sont allés voir, je parle en ton nom, Michael, je me le permets, ils sont allés voir un écosystème naturel qui environne l'usine qui existe à un certain endroit, à Atlanta, merci, qui existe à Atlanta. Ils ont quantifié avec l'agence Biomimicry, ils ont quantifié les services environnementaux qui se passent entre les différents écosystèmes qui coexistent aux côtés de cette usine. Et ils se sont dit, du coup, si notre usine, c'était la forêt, quels services environnementaux s'intégreraient le mieux dans ceux qui sont déjà à l'œuvre naturellement dans cet espace-là? Et c'est ainsi qu'ils ont lancé le projet de Factory as a Forest qui permet à Interface de se dire, demain, notre usine, elle va être au service, là je ne sais pas si c'est précisément ce service-là que vous avez défini, mais elle va être au service de la rétention de la terre, puisque à cet endroit-là, on a besoin de retenir la terre qui est en érosion. À cet endroit-là, cette usine, elle va se mettre au service des nichoirs pour les rapaces qui passent, puisque c'est à cet endroit-là que le corridor aurait pu, si l'usine continuait de fonctionner de cette façon-là, le corridor des rapaces aurait pu être interrompu. Bref, l'idée, c'est de se dire, non, je ne définis pas moi-même les services environnementaux qui me semblent les plus pertinents. Je regarde la nature en tant que telle et je me pose la question, et pour le coup, les scientifiques de biomimicry savent se poser ce type de questions, je me pose la question, lesquels sont ceux qui me permettront de faire comme si j'étais la nature. En tout cas, c'est le projet en cours chez Interface. Et désolé, Michael, si je l'ai un tout petit peu détourné de sa véracité, mais il y a des choses qui sont clairement vraies. Donc, pareil, hein, on a essayé de se poser cette question, est-ce qu'il y a des niveaux du symbiotique, une entreprise qui souhaite développer une approche symbiotique? Clairement, il y a une entreprise qui s'efface, qui essaye de viser la neutralité, une entreprise qui souhaite devenir contributrice au travers de la régénération des sols, la régénération de l'air, et il y a des entreprises qui se disent, et si on était la nature, ce qu'on a appelé pour le coup une entreprise totalement intégrée dans la nature qui est en symbiose. Sur le volet transformatif, je regarde là, pour l'instant j'ai l'impression que je le respecte plutôt, donc ça va. Sur le volet transformatif,
l'intention, c'est de se poser la question dans quelle mesure mon entreprise, elle transforme quelque chose qui est profondément mauvais sur un marché et dans quelle mesure donc elle corrige quelque chose de profondément mauvais sur le marché. Elle montre qu'un modèle économique alternatif est possible. Le premier niveau, c'est ce qu'a fait Veja. Veja s'est dit, dans l'industrie de la basket, quand on analyse la façon dont fonctionne l'industrie de la basket, 70% de chiffre d'affaires est injecté dans la communication et dans la pub, ce qui fait que derrière, c'est totalement logique que des industriels comme Nike et comme Adidas aient une pression sur les coûts et sur les coûts de production, donc ça génère la délocalisation, donc cela génère la pression sur les coûts de matières premières, donc cela génère la qualité réduite du cuir pour les baskets, etc., etc. Bref, ils se sont rendus compte de cela et ils se sont dit, et si on pouvait développer une entreprise qui investit 0 € dans la communication, comment pourrait-on faire dans l'industrie de la basket? C'est cela qu'ils ont lancé. Ils se sont dit, on transforme le modèle économique autour de cela. Aujourd'hui, Veja sont devenus très, très connus puisqu'ils sont passés par des logiques d'ambassadeurs, par des logiques d'influence. Si vous vous souvenez, c'est Obama lors de l'investiture qui a porté des Veja. C'est Macron lors de le lendemain ou le surlendemain de l'investiture qui a porté Veja. Donc, ils ont réussi à entrer sur le marché différemment sans investir jusqu'à aujourd'hui en 0 € dans la com. Ce qui leur a permis de sécuriser du commerce équitable avec les producteurs du caoutchouc, ce qui leur a permis de développer de la production de caoutchouc bio au Brésil qui n'était pas la réalité auparavant. Ce qui est intéressant, c'est que dans un discours de preuve, les contrats qu'ils ont signés avec l'intégralité de leurs producteurs de matières premières sont disponibles sur leur site internet. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'ils ont fait une étude combien on leur coûterait la même chaussure fabriquée en Chine, puisqu'ils fabriquent des chaussures au Portugal et au Brésil. Finalement, ça leur aurait coûté 3 fois moins cher, mais ils maintiennent le salaire décent des personnes qui travaillent dans leurs usines et ils en ont fait un outil pareil de comparaison. Donc, ils ont un bloc qui est extrêmement bien fait sur ce sujet d'équité, la distribution de valeur dans leur chaîne de valeur qui permet d'apporter un discours de preuve sur leur capacité à transformer un modèle économique. Transformer son modèle économique, c'est intéressant. Transformer son modèle économique pour en inspirer d'autres, ça peut l'être encore plus. C'est de cette façon-là qu'a été lancée la marque Les Deux Vaches, qui est une marque du groupe Danone que vous connaissez peut-être. Cette marque a été conçue dès le début comme un laboratoire. C'est la première marque du groupe Danone qui est intégralement bio, qui travaille avec les agriculteurs qu'ils ont accompagnés dans la transition vers le bio et qui sont les agriculteurs locaux. C'est une marque qui est plutôt à l'avance au sein du groupe Danone, si vous le comparez avec Danette et d'autres marques qui existent. Ceci étant dit, elle n'a pas été conçue comme une marque quelconque. Elle a vraiment été conçue comme une marque laboratoire. Donc, il y a une personne qui est dédiée au sein de Les Deux Vaches, qui est injectée aujourd'hui dans toutes les équipes d'innovation du groupe Danone quand ils réfléchissent des nouveaux modèles d'affaires. C'est une marque qui est devenue un étendard pour Emmanuel Faber avant qu'il ne se fasse sortir de l'organisation. C'était une marque qui était la marque inspiration selon Emmanuel Faber et qui est devenue vraiment la marque qui drive les autres dans l'avancée. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Ils ont réussi à faire ça puisqu'ils parlaient leur langage. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre le POC et le MVP. Le POC, c'est on développe la preuve du concept qu'il est possible que cela existe, mais en dehors du système. C'est-à-dire quand on rentre le POC dans le système, c'est là que les problèmes émergent. Elle a été pensée plutôt comme un MVP, Minimal Viable Product, c'est-à-dire un projet qui fonctionne avec le système, qui s'appuie sur les mêmes usines que certaines autres marques du groupe Danone, qui activent les mêmes circuits de distribution. Ils sont distribués chez Monoprix, ils ne sont pas que chez Naturalia ou chez Biocop, puisque évidemment chez Biocop c'est plus simple de vendre cela, de sorte à ce qu'ils puissent apporter un discours de preuve pour les autres marques. Oui, au travers de vos canaux de distribution, c'est possible. Oui, dans vos usines, c'est possible. Oui, avec vos agriculteurs, c'est possible. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pensé une marque laboratoire. Et enfin, le troisième niveau de transformation est celui qui est extrêmement intéressant, c'est quand une entreprise développe une proposition de valeur qui devient la norme pour les autres et qui devient la norme sur le secteur d'activité. On va en parler tout à l'heure aussi
avec Interface, qui va nous donner aussi les ingrédients de comment devenir une norme nouvelle. Mais peut-être vous connaissez le cas de Michelin qui vend des pneus, a priori, tout le monde le sait. Ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que pour les camionneurs, les acteurs qui travaillent avec des bus, les personnes qui ont des flottes de véhicules professionnels, ils ont développé une offre qui s'appelle Fleet Solution, qui est une offre où ils ne vendent pas des pneus, mais ils vendent du kilomètre parcouru. Ils sont vraiment rentrés dans une logique d'économie de la fonctionnalité, donc ils facturent au kilomètre parcouru. Aujourd'hui, ils sont allés un peu plus loin avec l'offre FeFuel, où ils s'engagent qu'un certain nombre de kilomètres parcourus ne seront pas consommateurs de temps de gasoil pour les différents acteurs, avec tout un tas de services qu'ils intègrent dans l'offre, mais ça leur permet de sortir de la vente du pneu et de vendre aussi de la maintenance du pneu, d'accroître la longévité du pneu. Il faut savoir que les pneus qui passent par Fleet Solutions ont une durée de vie qui est augmentée de 2,5, a été multipliée par 2,5 fois. Et par ailleurs, c'est des pneus qui sont à 100% récupérés et donc recyclés derrière par Michelin, puisqu'ils sont incentivés dans leur modèle économique à faire ainsi. Ce qui est intéressant, c'est avec cette proposition de valeur, en fait, c'était une promesse qui répondait quand même à des enjeux des acheteurs traditionnels, puisque c'est une promesse qui est devenue moins chère pour les acheteurs traditionnels, puisqu'ils pouvaient s'engager sur pour tant de kilomètres, vous allez dépenser tant d'euros, et vous le savez aujourd'hui, et je vous le garantis. Ce qui est intéressant, c'est cette promesse-là, tout acheteur le souhaite. Donc, ils se sont adressés aux mêmes typologie de clients avec une promesse qui par nature était augmentée. Certains penseurs parlent de l'innovation architecturale, c'est-à-dire une innovation contrairement à une rupture où il faut du temps pour accroître sa performance sur certaines dimensions. Là, la performance était au rendez-vous tout de suite. Il pouvait garantir la mobilité tout de suite. Il pouvait garantir voir plus de mobilité et moins de maintenance tout de suite. Il pouvait garantir une décharge et plus de confort tout de suite. Et il pouvait apporter une valeur économique certaine pour les acheteurs. Ça a été par ailleurs démontré. Du coup, tout de suite, c'est devenu la norme. Tout de suite, c'est devenu la norme et Goodyear les a copiés, Tire-Dem les a copiés et d'autres acteurs se sont inscrits dans cette logique de finalement, on peut ne pas vendre des pneus, on peut vendre du kilomètre parcouru, sauf que évidemment, c'est Michelin qui était le premier et dans ce type d'innovation, c'est le premier qui gagne. Voici donc le cadran des 3 niveaux qui nous semblent intéressants dans la transformation, une transformation de son propre modèle économique au service d'un modèle économique qui est davantage vertueux, une transformation au service de l'essaimage et de l'inspiration des autres, et une transformation au service du changement d'un système dans son ensemble ou à minima d'une norme sectorielle dans son ensemble. Sur l'esthétique, et je vais accélérer puisque ces 2 éléments-là, c'est plus dans le comment et ce il nous semble intéressant de s'y prendre, c'est de développer un discours qui peut être esthétique, c'est comment est-ce qu'on cultive des nouveaux récits pour embarquer les consommateurs, les embarquer sur une nouvelle trajectoire. Ça peut être tout simplement un discours fédérateur autour qui re-switch les choix de consommation, comme a fait très justement Back Market, qui se sont dit, mais en fait, le reconditionné, il a exactement la même performance. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est le discours. Après, dans la réalité, il y a d'autres choses évidemment à gérer, mais là, c'est le volet du discours et le volet du récit. Le reconditionné, il a exactement la même performance, sauf que en achetant du reconditionné, vous économisez, et plutôt que de photographier le bateau, vous pourrez être sur le bateau puisque vous pourrez vous payer en plus le billet du bateau. Et de façon assez détournée, ils ont joué avec les codes traditionnels du marché. Donc, ils n'ont pas changé vraiment le marché, mais de façon détournée, ils ont emmené un discours qui a fait que le consommateur, il switch dans sa réflexion et il se dit, ma promesse, en fait, elle est ailleurs. Ce qui devient plus intéressant encore, c'est quand une entreprise, au-delà de son propre secteur, s'empare d'un combat sociétal qui le dépasse. Ce qui est le cas de Patagonia avec la campagne de Don't Buy This Jacket, qui n'était pas focalisée sur « n'achetez pas mon suite ». C'était une campagne qui était focalisée sur la surconsommation de vêtements. C'est un vrai sujet. Comment en faire un combat politique? C'est devenu des marques que certains, notamment le patron de la Maïf, pourraient appelées comme des marques avec un combat politique.
c'est devenu un combat politique. Pour la CAMIF, pareil. La CAMIF, la consommation déraisonnée est devenue un combat politique et donc ils ont lancé des campagnes autour de HTC Votait. Ils se sont alliés avec d'autres acteurs autour de ce type de campagne, d'autres acteurs engagés, dont Veja, dont NRCOP, pour créer un mouvement qui dépasse un secteur donné. Ça, c'est le deuxième niveau du volet récit, c'est-à-dire comment mon récit se met au service du changement de comportement durable de mes consommateurs dans leur vie du quotidien et pas juste de la consommation de mes propres produits. Et enfin, ce qui nous semblait être le troisième niveau, c'est pas quand je dis des niveaux, je dis pas que C'est qui le patron, c'est mieux que Patagonia, c'est loin de là. Hein. C'est vraiment plus la réflexion conceptuelle qui me semble intéressante derrière. Le troisième niveau de l'esthétisme, c'est quand le consommateur lui-même, il devient co-acteur du récit. C'est-à-dire quand une marque met à disposition du consommateur de façon éclairée un outil de sensibilisation de sorte à ce qu'il prenne des décisions conscientes. On parle parfois du capitalisme consciencieux aux États-Unis, conscious capitalism. Il y a pas mal de choses qui sont écrites là-dessus. Et comment est-ce que, de façon responsabilisante, je mets le consommateur lui-même face à ses propres contradictions? Oui, je veux du lait qui est à la fois bio, du lait qui est à la fois français, du lait qui est à la fois fabriqué par des agriculteurs qui n'utilisent pas de la mécanique, du lait qui est ceci et qui est cela. Mais derrière, si ça coûte 3 €, bah, finalement, je ne l'achète pas. Donc, comment est-ce qu'on met le consommateur face à sa propre face à ses propres dilemmes, face à ses propres contradictions, et on co-construit le récit de la consommation renouvelée du lait et d'autres produits, bien évidemment, pour ce qui est le patron aujourd'hui, de façon consciente. Donc ces trois niveaux nous semblent définir une entreprise qui est curatrice des nouveaux comportements, curatrice des nouveaux comportements de type back market, une entreprise qui est éducatrice des nouveaux comportements de façon un peu plus ample, pas seulement sur les produits qu'elle commercialise elle-même, mais sur les sujets de société, voire une entreprise qui est coach, dont l'objectif c'est de faire émerger ta propre décision par toi-même autour des nouvelles attentions que tu vas porter sur ta propre consommation. Et enfin, le volet humaniste, c'est comment est-ce qu'on engage l'humain, comment est-ce qu'on compose avec sa diversité, comment est-ce qu'on compose aussi avec ses défauts et ses qualités. Toute innovation, qu'elle soit plus ou moins pertinente, elle va être impertinente à un moment donné, où il va se révéler des défauts à toute innovation qui peut être géniale au tout début. Est-ce qu'il faut freiner pour autant l'innovation? Personnellement, je n'en suis pas toujours convaincu. Toute innovation n'est pas pertinente, mais l'innovation pertinente, même si elle a des défauts, il faut quand même, selon moi, la sortir. Par contre, il faut s'engager à corriger ces défauts quand ils adviennent. C'est-à-dire, il faut se poser dès la conception d'une innovation, en tout cas, les questions des externalités négatives potentielles qui pourraient émerger et comment faire pour, derrière, très rapidement adapter le modèle économique si ces défauts persistent, voire si ces défauts qu'on a pensé persistent, ou si ces défauts qu'on a considérés comme potentiels adviennent véritablement. C'était le cas de Just Eat, qui est le concurrent direct de Uber Eats. C'est le numéro 2 dans la livraison à domicile. Ils sont devant Deliveroo en France, ce qui m'a par ailleurs surpris. Je pensais qu'ils étaient plus petits. Donc c'est un gros acteur qui s'est rendu très rapidement compte que finalement le sujet du salariat dans l'économie des plateformes deviendra un enjeu de société, et ils ont pivoté dans leur modèle très rapidement. Veja, ils mettent en place, sur leur blog dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, ils mettent en évidence tous les sujets auxquels ils souhaitent s'attaquer, mais qu'ils n'arrivent pas à relever, puisque le système est fait d'une certaine façon, mais qu'ils souhaitent les combattre. Et ils essayent de toujours mettre en évidence tous les plans correctifs, tous les mea culpa qu'ils ont emmagasinés sur leur trajectoire de l'innovation, du développement du caoutchouc. Il y a eu pas mal de ratés sur le développement du caoutchouc. Il y a certainement pas mal de ratés encore sur beaucoup de choses. Ils le mettent en évidence. Et ils mettent en évidence tous les plans correctifs qu'ils mettent en place. C'est ça ce qui me semble intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut ne pas
critiquait une ambition. Airbnb au début avait une très très belle ambition de créer du lien entre personnes, de renouveler la façon de voyager de façon authentique. À partir du moment que vous atterrissez à Paris sur l'île Saint-Louis, où finalement toutes les habitations autour de vous sont des locations temporaires remplies de touristes, bien évidemment, l'authenticité n'est plus respectée. Est-ce que pour autant, il faut critiquer tout de suite Airbnb? Oui, selon moi, oui, s'ils ne mettent pas en place des plans correctifs pour renouer avec leur mission initiale, renouer avec leur volonté de créer du lien authentique, y compris sur l'île Saint-Louis. Ils sont en train de faire des choses, bien évidemment, avec Airbnb Experience, mais c'est cela, en fait, la pensée, selon nous, humanistes, c'est aussi admettre qu'il peut y avoir des dérives dans tout modèle. Comment faire pour qu'on les corrige? Les dérives, on peut les percevoir nous-mêmes en tant qu'entreprise, si on a très bien projeté les externalités négatives, mais parfois, quand on est une entreprise globale comme Patagonia qui se fournit partout dans le monde, on ne peut pas être certain de tout. Ce qu'a fait Patagonia, c'est de s'en rendre compte et de se dire, mais aidez-moi à m'améliorer. Et ils ont mis en ligne l'intégralité de leurs fournisseurs de sorte à ce que les personnes qui vivent dans certains pays puissent leur remonter l'information si finalement le fournisseur, contrairement à ce qu'il déclare sur le respect du salaire, sur le respect des droits humains, sur le respect écologique des externalités autour des usines du fournisseur, ne respecte pas l'engagement qu'il porte. C'était cela l'intention de Footprint Chronicles qui existe encore aujourd'hui et où vous pouvez théoriquement aller visiter pratiquement n'importe quelle usine de Patagonia. Évidemment, dans la vraie vie, ce n'est pas chose évidente. En tout cas, l'intention, elle est là et je n'arrive pas à passer sur le dernier slide. Merci beaucoup. Et le troisième niveau de la garantie de la performance sociétale dans le projet, c'est potentiellement aussi de se doter évidemment d'un organe de gouvernance externe avec des personnes qui sont habilitées pour mesurer la performance de votre, là, en l'occurrence, mission pour la Maïf, puisqu'elle est devenue l'entreprise à mission. Donc, il y a un comité qui se réunit de façon régulière, qui rend compte, devant lequel la Maïf est accountable, en anglais, pas juste responsable, mais accountable, c'est-à-dire ils lui rendent compte du progrès et la commission, par ailleurs, est libre de solliciter du due diligence en interne pour vérifier la véracité de ce que la Maïf raconte. C'est ça ce qui me semble être le troisième niveau de l'humanisme, d'admettre que tout n'est pas nécessairement parfait. On souhaite aller vers la perfection, ça nous prend du temps, mais il peut y avoir un organe externe dont le rôle est de la suivre. Voici donc pour les trois niveaux de l'humanisme qu'on a souhaité proposer en tant que principe de design, en tant que questionnement, se questionner dans quelle mesure les externalités potentielles, on les définit dès le début pour mettre en place rapidement des principes de correction. Comment est-ce qu'on le fait de façon transparente, en ouverture avec la société civile de Patagonia, mais ça peut être avec d'autres, et comment est-ce qu'on se rend accountable devant les tiers, les parties prenantes qui comptent et qui sont en capacité de mesurer mon progrès sociétal dans une gouvernance qui me rend de facto opposable à ce que j'ai déclaré. Voici pour terminer cette introduction qui était longue, mais c'était prévu comme cela. Je ne vais pas tout de suite vous donner la parole, même si peut-être vous avez d'ores et déjà des questions, puisque j'aimerais bien qu'on commence la discussion avec les personnes qui sont autour de cette table ronde. Et ne vous inquiétez pas, toute question pourra être posée, mais je pense que les personnes qui sont autour de cette table vont donner plein d'éclairage sur ce que j'ai raconté, parfois mal, parfois moins mal. Je vais commencer par vous présenter rapidement, puisqu'on a fait un tour de table ici dans la salle, mais on n'a pas dit qui est autour de cette table ronde. Donc, je vais commencer par toi, Laurence. Tu es directrice du iLab, qui est le laboratoire d'innovation de Harris Interactive. Harris Interactive qu'on n'a pas besoin de présenter, hein, un institut d'études. Tu étais dans la direction des études qualitatives avant, donc tu es qualitativiste avec ton approche et tu es aussi anthropologue, donc tu intègres ton regard anthropologique dans
dans les projets que tu mènes, c'est pour cette raison-là que je voulais aussi que tu sois à cette table ronde. Tu as mené une enquête qui s'appelle, une étude, pardon, qui s'appelle Consommer mieux, mieux vivre, qui a été faite de façon totalement innovante, dont on va parler tout à l'heure. Et par ailleurs, quand tu es multicasquette, tu as aussi cofondé une association qui s'appelle Utopic, si mes souvenirs sont bons, qui travaille sur la mise en place des dispositifs de design avec des enfants pour développer des compétences du 21e siècle. Tu es à côté de Michael, qui est le représentant d'une entreprise que je trouve extrêmement inspirante. Et donc, j'avais envie qu'à cette table ronde, on ait aussi en praticien qui voit aussi les contradictions de l'entreprise dans son intégralité, qui s'appelle Interface, tout simplement. Donc, Interface, j'en ai parlé pas mal. Ton titre précis, c'est Marketing Director de l'Europe du Sud, et tu es Sustainable Ambassador Interface. Tu vas nous en parler tout à l'heure, et je suis vraiment ravi que tu sois là. Et enfin, Dominique Sciamma, aujourd'hui, vous êtes directeur de l'école de design pour le vivant de l'université Cergy-Pontoise, que vous avez créé récemment, mais vous êtes aussi président de l'association de la promotion du design, de l'APSI. La majorité des personnes ici vous connaissent. Je vous laisserai après vous dire d'autres mots sur vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en avant. En tout cas, vous êtes un peu la caution pensée du design de cette table ronde. Je sais que vous pensez beaucoup le design comme un humanisme. Vous avez exploré la notion du design de la décision, l'économie relationnelle. Bref, c'est toutes ces notions-là qui résonnent beaucoup avec le sujet de la nouvelle valeur, et je suis vraiment honoré que vous ayez accepté de participer à la table ronde. On va commencer peut-être par toi, Michael, puisque comme j'ai donné un regard relativement théorique, j'en suis conscient et certainement perfectible, de la nouvelle valeur, comme tu représentes quand même l'entreprise qui, selon moi, s'inscrit pleinement dans la nouvelle valeur, notamment avec la mission zéro que vous avez récemment initiée. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus et réagir par rapport à ce que cette présentation t'inspire sur la nouvelle valeur chez Interface? Donc effectivement, alors Interface, déjà on est fabricant de revêtements de sol, juste pour savoir ce qu'on fait, donc des dalles de moquette, pas celles-là, mais des dalles de moquette, et également du vinyle et du caoutchouc. Mais vraiment le cœur de notre métier, c'est la dalle de moquette. On existe depuis 50 ans, une entreprise américaine fondée par Ray Anderson. Et en fait, pourquoi on est là, et je suis ravi de représenter Interface et surtout le travail qui a été fait par beaucoup de mes collègues. Et c'est assez drôle parce que je nous retrouve dans les 5 valeurs. Donc je pense que c'est des valeurs hyper totalement pratiques et qui correspondent à la transformation. Pourquoi je suis ici? C'est parce qu'on a initié maintenant, il y a 25 ans, une transformation totale de notre business model et de notre façon de travailler et de vendre nos produits. Pour faire simple, les dalles de moquette, c'est fabriqué à partir de polyamide, donc du nylon, du pétrole. Donc c'est un des éléments industriels les plus polluants. Et en 1994, notre fondateur Ray Anderson a posé une nouvelle ambition à Interface, à savoir ne plus avoir aucun impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. Donc je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail pour savoir si on a réussi ou pas, mais c'est plutôt positif. Et donc l'intérêt, c'était que c'était extrêmement ambitieux, puisque c'était pas juste de réduire de 10, 20, 30%, mais c'était vraiment zéro impact environnemental, avec une deadline 2020. Et surtout, extrêmement ambitieux pour une entreprise qui était déjà le numéro 1, qui n'avait pas besoin de se transformer. On était le leader mondial à l'époque. On a toujours fabriqué nos produits avec une économie totalement linéaire, c'est-à-dire extraction, transformation et mise en décharge. Et finalement, cette ambition de tout transformer dans l'entreprise, que ce soit au niveau des process industriels, la mise sur le marché, la communication auprès de nos clients, qui alors en 94 n'étaient absolument pas prêts à parler de ça, et d'ailleurs bien après 94, font qu'on est assez fiers de pouvoir être aujourd'hui un modèle et inspirer les autres. Merci beaucoup, Michael. Avant de te redonner la parole, peut-être dans ce que vous avez entendu de Dominique, merci. Est-ce que vous voyez
une dimension clé qui fait que c'est de la nouvelle valeur? C'est quoi le principe de design supra que vous percevez dans la création de la nouvelle valeur? Je sais que vous pensez que l'économie demain, c'est une économie relationnelle, une économie de la relation. C'est quoi le rôle d'une entreprise qui souhaite créer de la nouvelle valeur dans une économie de la relation, selon vous? Alors, le rôle d'une entreprise, c'est le rôle de tous les acteurs, sociaux. Hein. Nous faisons société. Voilà, dans cette société, il y a des entreprises, mais il n'y a pas que des entreprises, il y a d'autres acteurs. Hein. Et globalement, on a tous la même responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des responsabilités qui sont celles de l'entreprise, des responsabilités qui seraient celles des individus ou des écoles, etc. Nous avons tous la même responsabilité aujourd'hui. Hein. Je dis bien aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2021. Parce qu'il y a 100 ans, ce n'était pas le cas. On était assignés à des tâches, et donc on avait des objectifs qui étaient différents les uns des autres. Parce qu'il y avait un projet qui était le point de fuite là-bas, à l'infini, qui s'appelle le bonheur. Et le projet, le projet industriel, c'était que le bonheur est inéluctable. Il est le résultat de la création de connaissances, il est le résultat de l'exploitation de ces connaissances. Et donc, il suffit de les mécaniser, de les articuler, et chacun étant posté sur la grande ligne d'assemblage qui était devenue le monde, pour produire du bonheur. C'est fini. C'est plus comme ça que ça marche. C'est-à-dire que nous sommes tous redevables, accountable, de la même chose, à savoir comment on fait pour vivre ensemble. Tous, hein, mais tous. Il n'y a pas d'un côté les entreprises, de l'autre côté l'école, de l'autre côté les services publics. Tous. On a exactement tous le même objectif. Donc c'est ça la nouvelle règle pour les entreprises, c'est qu'elles sont des acteurs de ça, à leur place. Quand j'ai vu votre définition, c'est à la fois servir les intérêts de l'entreprise et en même temps ceux de l'humanité, on pourrait dire c'est servir les intérêts de l'humanité et en même temps ceux de l'entreprise. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. C'est d'abord l'humanité et ensuite l'entreprise. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, je pense que les entreprises ont un rôle particulier à jouer parce que c'est là où nous vivons. Hein. Pourquoi elles ont un rôle? Parce que c'est là où on vit. C'est là où on vit. Tous nos quotidiens, ils sont dans l'entreprise, ils sont dans le service public. Donc là où, en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectivité, en tant que groupe humain, nous avons une responsabilité, nous devons l'exercer. Et il se trouve que l'émergence de nos interactions sociales, c'est des entreprises, c'est des services publics, c'est des organismes plus grands qu'eux, donc des projets aussi plus grands qu'eux. Mais d'une certaine manière, certainement, ils participent tous à le même projet. Il n'y en a qu'un, qui est le projet humain, qui est comment on crée les conditions pour vivre ensemble durablement, c'est-à-dire nous, nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants de nos enfants, etc., etc. Et pour ça, effectivement, je pense qu'il faut qu'on passe d'un modèle à un autre. Alors, j'ai adoré votre présentation, elle est très très synthétique, tout y était. Mais on reste, pour moi, dans un paradigme qui est celui de la société industrielle. Or, tout l'enjeu, c'est de sortir de la société industrielle. C'est-à-dire comment on sort d'un paradigme dont on pensait qu'il était indépassable. Grosso modo, on mécanise tout, on industrialise tout, les services, etc. Et en appliquant un modèle qui est le modèle cartésien, le modèle taylorien, qui est celui de la séparation de l'homme de la nature, séparation des savoirs, séparation des disciplines, séparation des tâches, séparation des missions, tout est séparé. Pour revenir à quelque chose de beaucoup plus unifié. Voilà. Et donc, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut que j'en parle, mais j'en parlais maintenant. Il y a deux outils très intéressants qui ont été produits pour caractériser le design, soit du point de vue de l'entreprise, soit du point de vue de l'économie. Le premier, ça s'appelle la Design Ladder. Donc, l'échelle du design, c'est le Danish Design Council qui avait fait ça dans les début des années 2000, qui essayait de caractériser le niveau de conscientisation du design par les entreprises. Et il y avait quatre marches. Première marche, no design. Il n'y en a pas. Voilà. Deuxième marche, design as aesthetics, mais pas dans le sens où tu l'entendais, mais vraiment comme le style, quoi. Voilà. Le troisième marche, le design as process. C'est-à-dire que ça, il y a le design dans l'entreprise, il y a des designers, il y a un bureau du design, etc. Et la quatrième marche, c'est design as strategy. Moi, je pense qu'il manque une marche. Et la dernière marche, c'est design as politics. C'est-à-dire qu'on est là pour servir le vivre ensemble. Et l'entreprise, comme les autres, design as politics. Et il y a un autre modèle, qui est le modèle de Pine and Gilmore, qui était donc à Harvard, fin des années 90, début des années 2000, et qui est le modèle, ils ont essayé de caractériser les 4 économies par lesquelles on est passé. L'économie de la matière première, l'économie du produit, l'économie du service, l'économie de l'expérience. Et
Et ça s'arrête là. Et on dit, bah non, c'est l'économie de l'expérience maintenant. Et moi, je dis, bah non, il y a un 5e colonne, ça s'appelle l'économie de l'existence. Dans l'économie de l'existence, ce qu'on va vendre, là, je vais prendre mon pense-bête parce que je l'ai. C'est assez intéressant, ces grilles. Hein. C'est que dans l'économie, alors je vais prendre l'économie, dans l'économie de la grille de Panin-Gilmour, il y avait 4 caractéristiques, il y avait plusieurs caractéristiques, donc l'économie, la fonction, la nature de l'offre, les méthodes de distribution, la typologie des acteurs, la typologie des bénéficiaires et la typologie des attentes. Et je vais vous prendre simplement les 3 dernières. Le service, voilà, l'économie est servicielle, on délivre, c'est des intangibles, c'est à la demande. La typologie des acteurs, c'est les fournisseurs, la typologie des bénéficiaires, c'est les utilisateurs, et on sort des bénéfices avec tout ça. L'économie de l'expérience, c'est expérientiel, on met en scène, on est dans la mise en scène. Il faut que ça soit mémorable, il faut que ça soit transformant. On est dans de la révélation de la proposition et non plus à la demande. Donc, la typologie des acteurs, c'est des metteurs en scène. Et la typologie des utilisateurs, c'est des invités, des guests. Voilà. Et puis, c'est quoi ce qu'on propose? C'est des sensations. Ça, c'est l'économie de l'expérience. L'économie de l'existence, eh bien, il ne s'agit pas de mettre en scène, il s'agit de relier. Il ne s'agit pas que ça soit mémorable et transformant, il s'agit que ça soit social. Ce n'est pas révélé, c'est co-créé. Ce dont tu parlais. Qui est le fournisseur? Qui est le principal des acteurs? C'est le citoyen. Quel est le principal bénéficiaire? C'est le citoyen, c'est le même. Co-création. Et donc, qu'est-ce qu'on propose? Du sens. Et donc, à partir du moment où on dit, on est dans l'économie de l'existence, c'est-à-dire qu'on est dans l'économie du politique. Hein. On est dans l'économie du politique. Et donc, le fin mot de l'histoire, pour répondre à ta question, c'est un peu long, le truc le plus important, c'est le politique. Ouais, j'aime beaucoup cette approche et on va certainement parler encore de l'économie de la politique et comment est-ce qu'on décide, puisque dans une politique, on a besoin de décider, mais on va en parler tout à l'heure. Si on parle de l'économie de la politique, de l'économie de l'existence, j'essaie de reprendre tes mots où finalement un acteur humain, un acteur économique a pour obligation de relier, de rendre sociable, de co-créer. Finalement, c'est un projet collectif. Une entreprise elle-même devient un projet collectif. Au-delà des collaborateurs, elle doit aussi embarquer dans cette nouvelle trajectoire ses fournisseurs, elle doit embarquer ses clients, elle doit embarquer ses parties prenantes, même externes. Michael, quand vous avez mis en place cette mission 0, je sais qu'il y a eu des réticences. Est-ce que tu pourrais en parler et comment est-ce que vous les avez levées? Comment est-ce que vous avez réussi à embarquer vos fournisseurs dans cette nouvelle trajectoire? Les clients qui, tu le disais tout à l'heure, qui s'en foutaient, qui ne voulaient pas nécessairement de dalles de moquette qui soient responsables au début, comment est-ce que vous les avez embarqués, puisque finalement vous avez créé de la politique autour de ce projet-là, vous en avez fait une norme. Comment ça s'est passé pour embarquer le facteur humain qui était vos fournisseurs, vos collaborateurs? Le côté politique et le facteur humain, il est venu petit à petit parce que de toute façon, on a bien vu qu'on avait besoin de tout le monde pour pouvoir y arriver. Si on l'avait fait seul dans notre coin, personne n'aurait réussi. Et clairement, en tant que juste fabricant, ça ne servait à rien. Il fallait embarquer tout le monde, il fallait embarquer en interne, il fallait embarquer les clients, il fallait surtout embarquer pour nous la chaîne de valeur, donc les fournisseurs et les actionnaires. Dans un business, on est coté en bourse, donc ça c'était quand même aussi important. Et comment on a fait? Ça a été très compliqué en interne d'abord. Parce que, encore une fois, entre 94 et 96, en interne, personne ne comprenait pourquoi on voulait totalement changer, puisque ça n'avait aucun intérêt, on gagnait de l'argent, on faisait bien, on était très bien. Pourquoi tout changer, tout transformer? Surtout pour répondre à un besoin, parce qu'on parlait de besoin dans la présentation, un besoin qui n'était pas là. En fait, si on se remet au départ, on fabrique de la moquette. Déjà, pourquoi on fabriquait de la moquette? On aurait très bien pu arrêter, hein, parce qu'on aurait eu encore moins d'impact. Et en fait, non. On sait qu'on fabrique de la moquette pour des sociétés qui travaillent beaucoup dans les bureaux, des sociétés tertiaires, où on a besoin d'acoustique, on a besoin de design, on a besoin de couleurs, on a besoin de plein de choses pour aussi nous inspirer. Donc du coup, la moquette, on en avait besoin. Ok, donc maintenant, comment on va la transformer? En interne, faut imaginer que quand on allait voir les designers et que ça faisait 25 ans qu'on fabriquait des moquettes bleues et grises, même si c'est
encore souvent ce qu'on pose. C'était la réalité. On avait des produits qui étaient ce qu'on appelle monolithiques, tout dans le même sens, c'est toujours pareil. On le fait très bien, pourquoi changer? Là où comment on a fait, c'est que ça a été assez radical. Ça vient de notre fondateur. Donc il n'y avait pas trop le choix, c'est-à-dire qu'il a dit on va le faire comme ça. Ceux qui veulent continuer, c'est très bien. Ceux qui veulent partir, vous partez. Personne n'est parti. Beaucoup sont restés très sceptiques. Même ceux qui sont arrivés après, moi je suis arrivé en 2011 et j'étais quand même très très sceptique aussi sur toute cette communication, sur ce discours, sur la moquette qui va sauver le monde. Entreprise américaine, on faut aussi juste remettre les choses sur terre et on reste tout petit, on reste là où on est et tout ce qu'on arrive à faire, on le transforme et on sait qu'on le fait très bien, mais bon, on va pas sauver la planète. Et quoique, on peut inspirer d'autres qui vont pouvoir sauver la planète. Et donc, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'au début, pas le choix. Et puis petit à petit en interne, on a vu que nos premiers succès, ça a été des succès qui ont été liés à l'environnement, aux performances environnementales, à la réduction. Donc on va dire, allez, je fais vraiment un gap de 10 ans. Tiens, on se rend compte que notre premier produit issu du biomimétisme, je sais qu'on a parlé de biomimétisme tout à l'heure, c'est vraiment un exemple concret, ça a parlé en design en plus, c'est assez intéressant. Nos designers sont partis en forêt. Quand on va dans une forêt, on se rend compte que les feuilles qui sont dans la forêt, elles sont toutes différentes, dans des sens différents, avec des motifs différents. Et on se dit pas, tiens, cette feuille, elle est au mauvais endroit, il faut que je la place ailleurs. On se dit, pourquoi pas faire la même chose avec des dalles de moquette? On va les prendre dans tous les sens, et puis peut-être que ça sera sympa, ça sera design. Alors on a travaillé alors design au sens esthétique, pas tant esthétique, mais au sens beau et pas innovant, comme je préfère, c'est vrai que le côté design innovant, mais bon, voilà, beau. Et en fait, ça a été une super révélation parce que moins de chutes, moins de maintenance, des tâches qui sont souvent dissimulées quand on va utiliser dessus, donc un vrai bénéfice client. Donc, on a généré encore plus de ventes sur ces produits. Donc là, en interne, on s'est dit, ah oui, tiens, d'accord, le petit truc un peu bébête du design inspiré de la nature, c'est pas mal, ça fait du succès. Et là, on a commencé à embarquer tout le monde niveau ingénieur pour voir comment, au niveau process industriel, on pouvait vraiment tout transformer. Et là, c'est devenu intéressant. Les fournisseurs, c'est vraiment autre chose. Alors là, c'est vraiment l'exemple, on en avait parlé, mais à l'époque, on avait 5 ou 6 fournisseurs. Un très gros, américain, qui représentait à peu près 50% de nos approvisionnements, qui n'a absolument rien voulu changer. Alors, pour parler en fournisseur, c'est-à-dire que nous, on tufte la fibre, mais le plus gros de notre impact, c'est la fibre elle-même. Donc ce fournisseur de fibre, on en avait besoin. Il n'a pas voulu nous suivre, il n'a rien voulu faire, et il nous a clairement dit, à l'époque, recycler une fibre polyamide, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Et puis à côté de ça, on avait un tout petit fournisseur qui représentait à peu près 2% de nos ventes. Et lui, par contre, il s'est dit, alors un super fondateur aussi, qui a été vachement impliqué. Et il s'est dit, je vais essayer, je vais travailler, je vais investir sur ça, parce que si j'y arrive, et si ne serait-je, je rentre un peu de recyclé dans ma fibre, Interface va me suivre. Interface a quand même des grosses parts de marché. Je pense qu'en devenant le fournisseur préféré de mon client, ça va se développer. Et du coup, après 15 ans de travail en co-développement entre notre fournisseur et nous, donc le client qui est devenu un peu fournisseur, c'était vraiment un échange et un partage. Et c'est clairement la leçon principale qu'on tire de toutes nos 25 ans de travail, c'est vraiment ce co-partenariat et d'avancer ensemble avec les parties prenantes. En 2011, le fournisseur nous a développé avec nous cette fibre 100% recyclée. Donc le truc impossible, en 10 ans, il est devenu possible. Et voilà comment le fournisseur, il est passé de 2% à 20%, à 50%, et aujourd'hui à beaucoup plus de notre approche. Donc c'est en fait sur l'expérience et sur la preuve que ça fonctionne, que ça coûte pas forcément plus cher, qu'on a réussi à entraîner tout le monde. Et donc du coup, pour le volet plus cher, j'ai donné l'exemple des clients, parce que les clients, c'est clairement la chose la plus compliquée. Chez nous, dans le bâtiment, on est en B2B. Dans le bâtiment, on reste souvent sur des problématiques budgétaires, et quand ça se voit pas, on s'en fout de tout ce qu'on met à l'intérieur d'un aménagement. C'est-à-dire qu'on va parler de la carcasse de l'immeuble, on va faire des belles structures, et le gros œuvre qui va être énergie par proposition. Alors ce qu'on met dedans, on s'en fout. Il faut juste que ça rentre dans les problématiques budgétaires. Surtout la moquette, ça vient en dernière ligne, et puis il reste plus de budget, donc on va prendre, excusez-moi, mais la merde du marché pas cher, et qui va être changée 3 ans après. Et donc les clients, c'était comme ça. Et vraiment,
nous, on voit le changement depuis 3 ans, mais où il y a une prise de conscience individuelle qui fait que même dans son boulot, on va être un peu plus impacté et on voit que les clients nous demandent de plus en plus. Mais à l'époque, le client, dans des projets professionnels, n'était pas prêt à payer plus cher. Et donc, du coup, tout notre travail a été justement de mettre sur le marché des produits qui ne coûtaient pas plus cher pour ce client. Comment ça, vraiment, explication toute basique. En transformant l'usine, en améliorant l'efficience énergétique de notre usine, on a fait de grosses économies. On a 7 usines, donc en améliorant l'efficience, en faisant en sorte d'avoir moins de déchets, de reconcevoir en design innovant nos produits pour utiliser même moins de matières premières, on a fait des grosses économies qui nous ont permis de réinvestir dans des intrants beaucoup plus chers à l'époque, mais lorsqu'on les intégrait dans nos produits, le prix final, le prix à nos clients n'a pas évolué. Et c'est comme ça qu'on a un peu imposé nos produits dits environnementaux, donc 100% recyclés et d'autres. Et petit à petit, encore une fois, le dernier exemple, comme l'ambition de Ray Anderson, c'était de changer le marché, pas que Interface, mais de changer le marché, on a ouvert, on n'a pas gardé d'exclusivité. Donc par exemple, les fibres qui ont été développées avec Aquafil n'ont pas été exclusives, on les a ouvertes à nos confrères. De sorte qu'en fait, une fois qu'on a posé du 100% recyclé, l'exemple du recyclé, hein, c'en est un parmi d'autres, mais une fois qu'on l'a un peu imposé sur le marché, nos confrères ont suivi, parce que du coup, les clients ont commencé à demander « Ah, est-ce que vous êtes 100% recyclé ?» Non, du coup, les confrères ont commencé à acheter et à transformer aussi leurs produits, de sorte qu'aujourd'hui, le marché dans les bureaux de la dalle de moquette, il faut que ce soit 100% recyclé. C'est comme ça vraiment qu'on a réussi à, de manière très longue et très rapide, parce que 25 ans finalement c'est pas grand chose, à totalement transformer le marché des bureaux entre autres et du tertiaire de manière plus large pour être toujours là. Et ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que finalement, c'est une logique de co-développement avec un partenaire qui était potentiellement tout petit à la base, que vous avez embarqué. Donc, vous n'avez pas attendu que le gros vous suive, vous avez embarqué le petit, mais vous êtes resté ouvert au niveau des brevets. Donc, il y avait quand même une volonté de le faire avancer autant que de vous faire avancer, puisqu'il y avait un projet politique de Ray Anderson dont tu as parlé tout à l'heure, de changer le marché. Donc, c'est une nouvelle façon finalement d'innover. Si on parle du process, Laurence, je sais que la façon dont vous avez conçu l'enquête Consommer mieux pour mieux vivre, dont tu vas nous parler, puisque je pense que même les résultats de l'enquête sont intéressants, mais là, je voudrais bien que tu nous parles un peu du process de la conception. Consommer pour vivre. Le but de l'enquête, c'était de comprendre pourquoi il y a un biais entre le déclaratif et la consommation réelle, tu vas certainement nous en parler. Mais comment est-ce que vous l'avez conçu dans le process, cette enquête, puisque je sais qu'il y a des similitudes avec ce que Michael vient de dire. Oui, alors ce qui est intéressant et les similitudes qu'on peut retrouver par rapport à ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, nous, d'un constat au départ de dire finalement aujourd'hui sur les nouvelles formes de consommation, sur tout ce qui évolue et sur toute la data, toute la donnée qu'on a disponible, nous, gens d'enquête, sur ce qui se passe réellement au domicile. On a souvent des visions et souvent des clients qui ont en fait des demandes, on parlait tout à l'heure de cloisonnement, mais qui sont vraiment adaptés à leur catégorie, à leurs produits. Donc on a des gens comme L'Oréal qui vont nous demander comment ça se passe au niveau du soin ou de la beauté. On a des gens comme Danone qui vont nous demander comment ça se passe au niveau de l'eau ou du lait végétal. Mais finalement, on manquait d'une vision holistique et d'une vision qui dépassait un peu le déclaratif de tous les chiffres, notamment dans ces sujets-là, où on se disait, est-ce que finalement, ce sur quoi on se base aujourd'hui, ce qui fait un peu à la fois l'opinion et la donnée sur le sujet, ne peut pas être optimisable et ne peut pas être pensé différemment, et surtout pensé de manière collective, holistique, puisque finalement le sujet du consommateur, on en parlait tout à l'heure, l'acte de consommation est un acte citoyen qui se déploie sur tellement de catégories que finalement le penser de manière fractionnée nous semblait incomplet. Donc la manière dont on a procédé avec l'œil du marketing, avec qui on a eu vraiment cette volonté en tout cas d'embarquer des marques et des partenaires, c'est qu'on a été présenter notre projet à une quinzaine de grandes marques. On en a embarqué 12, dont des Danone, des L'Oréal, des Pierre Fabre, des Seb, en leur disant, voilà, nous, on a envie avec vous de co-designer, d'inventer ou de créer en fait un outil qui sera vraiment un outil qui va vous permettre de comprendre aujourd'hui les changements du consommateur,
par l'angle domestique, puisque bon, je suis socio-anthropologue, donc moi, mon métier, c'est plutôt de voir ce qui se passe vraiment dans les pratiques, qu'est-ce qu'on fait à domicile, comment ça se passe, quelles sont les contraintes et à quoi on est soumis finalement quand on est dans des actes de consommation. Et donc d'aller chercher ces clients en leur disant, on va imaginer ensemble ce processus. On vous donne, nous, nos capacités, on sait faire de l'observation, on sait faire des enquêtes quantitatives, on sait faire de l'immersion, voilà ce qu'on sait faire, on sait faire du co-design, on sait vous accompagner derrière. Mais on vous propose de travailler à la fois avec différents secteurs et à la fois aussi avec vos compétiteurs. Donc vraiment, de mettre un Danone et un Nestlé autour de la table, ce qu'on a eu en fait, en leur disant, il faut qu'on arrive à créer ensemble cet outil-là, il faut que ça serve, et on parlait justement être au service de quelque chose de supra, il faut que ça puisse servir vraiment plus globalement la connaissance sur ces sujets-là. Il faut qu'on ait une puissance de frappe, donc qu'on mutualise, j'allais dire aussi nos forces pour pouvoir itérer ces processus-là et faire un... Alors, on était sur du MVP, donc faire un premier MVP et puis effectivement voir comment est-ce que ça vivait et comment est-ce qu'on faisait des prochaines étapes. Et donc, on a réussi à embarquer 12 grandes marques qui nous ont suivis et avec qui, en l'espace de 3 ateliers, donc ça dure à peu près 3 mois, on a réussi à co-designer ce processus étude, puisque finalement, c'est un processus complet qui à la fois observe, immerge, comprend, mesure des gestes et ensuite accompagne chacune des marques. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement global qu'ils ont co-conçu. Et on l'a co-conçu, en tout cas dans cette phase, et je recroise avec ce que tu racontais sur la difficulté, en tout cas pour les interlocuteurs qu'on a eus, d'aller vendre entre guillemets le projet en interne, d'aller dire à quelqu'un qui est chez Danone, qui va dire bon, on va faire une étude, on va donner du temps à Harris Interactive, au iLab d'Harris, pour co-concevoir un outil d'étude dont on ne sait même pas à quoi il va ressembler. Je vais faire ça avec des concurrents directs. Donc à un moment, je vais me mettre autour de la table et bosser avec mes concurrents sur un sujet qui est un sujet supra, parce que de toute façon, on est tous confrontés au besoin de mieux comprendre justement ces décalages entre ce que je projette moi en tant que citoyen consommateur, ce que je déclare faire, et puis ce que je fais au réel quand on observe avec des caméras ce qui se passe dans les interactions. Et donc on a travaillé comme ça, avec ce vrai travail en interne de chacun de nos clients, d'aller convaincre des gens d'études, des directions, des gens de la R&D, des gens de la RSE, du bien fondé en tout cas de ce projet. Voilà pour le comment en tout cas. Et du coup, donc là, il y avait le sujet de la transdisciplinarité, encore ouverture des résultats, co-conception de l'outil pour répondre à des vrais besoins. Est-ce que du coup, vous avez pu mesurer cette distorsion entre le déclaratif, la volonté d'agir, la volonté d'action, de consommer mieux, et mieux vivre, et la réalité des faits? Est-ce que vous avez perçu comment est-ce qu'on peut agir sur cette distorsion-là? Est-ce que des récits suffisamment politiques et suffisamment radicaux comme Interface a pu emmener sur la table de ses clients qui n'étaient pas nécessairement proactifs dans ces démarches, ça suffit pour embarquer les consommateurs dans l'action? Quels sont les enseignements pour le coup de cette étude? Alors, je ne peux pas livrer trop d'enseignements, on va dire ad hoc. Non, mais voilà, puisqu'en fait, ça a été, ça reste en tout cas une étude ad hoc achetée par ces marques-là. Par contre, on peut dire qu'il y a des points qui sont vraiment intéressants entre ce que je projette, ce que je raconte et ce que je fais réellement. Il y a un exemple qui est assez envers, qui est assez intéressant, typiquement sur l'exemple du tri. Voilà, le tri, c'est à peu près la première clé d'entrée dans laquelle les citoyens vont rentrer parce que c'est arrivé de l'État, c'est arrivé dans les collectivités locales, et donc c'est un peu souvent ce qu'on va faire en premier. Et entre l'intention de trier, alors la déclaration de je trie mes déchets, je trie quels déchets? Je trie dans la cuisine, je trie dans la salle de bain, je trie quand je jette un produit électroménager, est-ce que je trie? Donc il y a déjà cette déclaration de je trie un déchet. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Et puis la question de, en fait, est-ce que ce que je fais est vraiment ce qu'il faut faire ou pas? Donc on voit très clairement dans les vidéos, donc c'est d'immersion à domicile, une mère qui est avec son fils et qui se retrouve devant un produit, donc avec 2 opercules, en tout cas 2 matières différentes,
et qui va, pardon le micro, ouais, et qui va regarder en fait ce produit en se demandant finalement dans quelle poubelle elle va devoir le mettre. Donc il y a un échange et là on voit tout le poids en fait des approches anthropologiques qui sont intéressantes avec vraiment tout cet échange social entre les conjoints, les enfants qui se joue à ce moment-là et qui finalement va avoir un acte qui n'est pas le bon. Mais quand on va l'interroger là-dessus a posteriori, elle va être persuadée qu'elle a bien fait en fait. Voilà, donc ça, en fait, c'est vraiment montrer entre toutes les intentions et toutes les actions, un peu tout ce qui peut se passer. Donc ça, c'est un peu aussi le but de ce genre d'enquête. Et sur ta question, comment les marques derrière s'en saisissent, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des marques avec déjà des interlocuteurs très différents. Parfois, on travaille avec le marketing, parfois, on travaille avec les études, et puis de plus en plus souvent, on travaille avec la RSE. Et en fait, quand on fait derrière des ateliers donc, de co-design et de transformation pour se dire qu'est-ce qu'on fait de ces résultats d'études maintenant pour une marque comme Danone, pour une marque comme Seb, comment est-ce qu'on s'en saisit et qu'est-ce qu'on fait pour mieux accompagner le citoyen. Alors là, sans dévoiler comment ça se passe, mais on a presque autant de démarches que d'entreprises. Certains sont déjà dans des choses extrêmement appliquées, concrètes. On va travailler par exemple sur le modèle éducatif avec les enfants, on va faire des ateliers. D'autres sont beaucoup plus sur le modèle marketing, de se dire on va repenser nos packaging et mettre... Donc voilà, c'est assez ad hoc. Et en fait, c'était aussi un peu la puissance de la démarche, c'est-à-dire on fait des choses qui vont être du commun, et puis, on peut repartir à un niveau qui est un niveau ad hoc et qui va aussi se frotter à votre culture, à qui vous êtes et à ce que vous pouvez faire quand vous êtes Danone ou quand vous êtes L'Oréal, par exemple. Dans cet exemple du tri, moi, j'ai l'impression, c'est intéressant de se dire qu'il y a des consommateurs qui font un acte, qui te pensent responsable, y compris a posteriori, même s'il a été mal fait. Finalement, c'est un sujet de design aussi. Donc, est-ce que ça signifie que sur cet exemple du tri, le design il a été mal fait pour que les personnes ne s'en rendent pas compte? Bref, selon toi, Dominique, c'est quoi pour le coup la place du design en tant que discipline dans la réalité du changement de paradigme pour qu'on rentre dans une économie 100% circulaire, 100% symbiotique, respectueuse de l'homme? C'est quoi la place du design et le rôle du design? Tu as commencé à parler du design de la décision comme l'ultime objectif du design. Je me permets de poser une deuxième question puisque je sais que tu vas répondre aux deux en parallèle. Tu as parlé aussi du design as a politics, c'est-à-dire design comme un enjeu pour bâtir ça va être compliqué. Là, on s'entend deux fois. Ça y est, ça va marcher. C'est bon? Non. Ah, c'est bon, merci. Design as a politics, moi, ce que j'aimerais bien, c'est aussi que tu réagis sur ce qu'a dit tout à l'heure Michael, c'est-à-dire il y a eu Ray Anderson qui a décidé finalement que l'entreprise s'engage sur cela. Est-ce que dans une politique, on peut décider? Est-ce que la prise de décision de cette nature peut-elle être faite de cette façon, selon toi, ou est-ce que le design de la décision s'oppose à la prise de décision? Bref, c'est une question un peu complexe, Ouais. je l'admets, mais j'aime bien, je sais que tu sais répondre très clairement à des questions très complexes, et voilà, j'avais envie de te poser toutes ces questions-là en écoutant à la fois Laurence et Michael. D'abord, alors, pour répondre à ta première question, le design, c'est pas une discipline. Justement, parce que dire le design, c'est une discipline, c'est rester dans le paradigme cartésien de la séparation. Alors, il y a les anthropologues, il y a les ingénieurs, les architectes, il y a des designers. Non. Le design, c'est plus grand que les designers. Le design, c'est plus grand que cette, entre guillemets, discipline portée par les designers. Le design, c'est le projet. Le design, c'est une culture, le design. C'est une culture du projet. D'ailleurs, c'est ça, étymologiquement, c'est ça. Hein, je le dis, je le répète tout le temps, c'est comme un mantra. Design, c'est disegno en italien. Design en italien, c'est deux choses, le dessin et le dessin. EIN, d'accord? Les deux. Donc, le projet. C'est le projet. Donc, le design, c'est une culture et c'est une culture du projet. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une culture? Ça veut dire que c'est partagé. S'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas partagé aujourd'hui, c'est vraiment cette culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en particulier dans notre beau pays, où en fait c'est le royaume de la séparation, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus séparé comme pays que la France. Hein. Eh bien, dans ce pays-là, on ne sait pas partager. On sait distribuer les tâches, mais on ne sait pas partager les projets. C'est-à-dire que les gens participent à des choses dont ils ignorent la fin.
Parce qu'on leur dit, vous n'avez pas besoin de le savoir. On s'en fout que vous sachiez. Vous faites ce que vous faites, et vous allez voir, c'est miraculeux, ça fait des trucs à la fin. Donc, vous n'êtes pas les auteurs. C'est pour ça que ça ne peut plus marcher. C'est impossible. Donc, pour que le design fonctionne, il faut qu'il soit partagé. Entre tous, c'est-à-dire que tout le monde participe au design. Il n'y a pas que des designers, parce qu'il n'y aurait que des designers, ça serait une catastrophe. Alors, comme c'est une catastrophe quand il n'y a que des ingénieurs. C'est-à-dire comme ce qui se passe en ce moment. Parce que en ce moment, c'est ça. C'est X, Pont, Télécom, voilà, qui sont... Donc ça, c'est très important, parce qu'à partir du moment où on dit ça, on signifie le fait que c'est un projet qui nous incombe à tous, dont nous sommes tous les auteurs. C'est-à-dire que nous sommes tous partie prenante du projet. J'utilise souvent la métaphore de la NASA. Si on regarde la NASA comme un projet cartésien, c'est-à-dire où chacun est à sa place, il y a des gens qui balayent. Quand on demande au balayeur ce que tu fais, il dit je balaye. Il y a des gens qui s'occupent d'interfaces, on dit qu'est-ce que tu fais? Je fais des interfaces. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je m'occupe des propres-ergols. Mais si on se met maintenant dans la culture du projet et on demande à ces gens-là qu'est-ce que vous faites, chacun aura exactement la même réponse. Il dira moi, c'est simple, j'envoie des gens sur la Lune. Voilà, j'envoie des gens sur la Lune. Donc le balayeur, le spécialiste des propres-ergols, le spécialiste des interfaces, ils ont tous le même projet, c'est d'envoyer des gens sur la Lune. Ce qui est la vérité. C'est-à-dire sans un environnement sain, blanc, etc., il n'y a pas de gens qui partent sur la Lune. Donc ça veut dire qu'il faut, d'une certaine manière, sublimer la posture du co-design. Parce que le co-design, on est encore ancré dans la culture de la séparation. On dit c'est cool, on est des gens bien, travailler les gens ensemble. Des fois. Puis, mais ça nous donne bonne conscience. Dire, c'est cool, on a vraiment fait travailler tout le monde. Et puis maintenant, après, demain, on recommence comme avant. Donc il faut sortir de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas du co-design, c'est le design tout court. C'est un pléonasme, co-design. C'est un pléonasme. Il faut faire du design. Et pour ça, ça veut dire que tout d'un coup, il faut prendre en considération tout le monde. Il faut faire travailler tout le monde. Il faut valoriser tout le monde. Et on voit comment ça se transforme en un projet politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est vrai comme ça dans l'entreprise, c'est que c'est vrai comme ça dans le monde. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens sont importants. Donc ça change tout. Ça change absolument tout. Donc si le design doit faire quelque chose, c'est ça. C'est-à-dire s'imposer, imposer une nouvelle culture de la collaboration, dirigée par le projet, c'est-à-dire qu'on va tous là-bas, et où on a tous un rôle à jouer. Et donc on a tous quelque chose à dire. Absolument tous quelque chose à dire. Et ça nous ramène à ta question de la verticalité. Je ne sais pas comment il s'appelle, Ray Anderson, qui dit « Moi, je dis qu'on va faire ça. » Voilà. Et l'horizontalité. En fait, le pouvoir, il est cruciforme. Ça, les deux. Il faut les deux. Mais s'il n'y en a qu'un, ça ne marche pas. S'il n'y en a qu'un, ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut ça et ça. Il faut le dialogue entre ça et ça. Il y a toujours, à la fin, il y a des champions. Il y a des visionnaires. Il y a des gens qui ont plus d'idées que d'autres. Il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres aussi. D'accord ? Donc, à un moment donné, ce dialogue entre l'individu et le groupe, eh bien, il est nécessaire. Et la nouvelle gouvernance, pour moi, dans les entreprises, c'est celle-là. C'est la gouvernance cruciforme. Alors, franchement, c'est compliqué. En France, par exemple, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est la verticalité absolue. Et ça n'a rien à voir avec les gens. Ça n'a rien à voir avec le modèle. Et ce modèle, il est reproduit dans les écoles. Pourquoi ? Parce qu'on prépare l'élite à rentrer dans ce modèle. Toutes les écoles, toutes, absolument toutes. Et donc, en fait, le vrai problème, c'est qu'il faut changer l'école. Je veux bien la montrer, juste pour si c'est possible, parce que j'ai été hyper vite tout à l'heure. Ouais. Elle est en ligne. Voilà, elle est noire, en fait. J'adore l'idée du co-design, c'est un pléonasme, puisque finalement c'est du design. Je me posais ces questions-là aussi avec la signature pour 28 degrés design qui se veut être une agence de design de la nouvelle valeur et pas du co-design. Donc c'est une copie d'écran, je suis désolé parce que j'ai pu faire que ça. Mais vous voyez, donc ça, c'est ça l'offre de Pine & Gilmore, c'est ça. Vous voyez, avec les matières premières, les biens, les services, l'expérience
et moi je dis la vie, voilà, hein, l'offre économique. Et vous voyez les caractéristiques de l'économie, la fonction, la nature de l'offre, la méthode de distribution, la typologie des acteurs, la typologie des bénéficiaires. Vous voyez comment ça avance. Si vous voyez juste la fin, méthode de distribution, vous voyez vrac, stock, à la demande, révélé, co-créé, commerçant, industriel, fournisseur, metteur en scène, citoyen, marchand, client, utilisateur, invité, citoyen. C'est le même. Hein. Là, voilà. Et puis, typologie des attentes, la caractéristique des matériaux, les fonctionnalités, des bénéfices, des sensations, du sens. Voilà. Et moi, je pense que le jour où on a fait ça, ça va mieux se passer. Donc tu es optimiste. En tout cas, il faut faire advenir cette réflexion cruciforme et cette gouvernance cruciforme dans des entreprises. J'imagine que c'est, comme tu disais, un sujet aussi d'éducation, de compétences, voire des capacités, même si je considère que c'est aussi un problème de modèle et pas uniquement de cela. J'aimerais bien te faire... je sais que tu avais une réaction par rapport à ça, mais du coup, je me permets de poser aussi la question suivante, mais n'hésite pas à réagir par rapport à ce que Dominique a dit. Sur ces capacités de demain, comment est-ce que vous forgerez, comment est-ce que vous avez défini, c'est quoi les capacités de demain avec Utopic, comment est-ce que vous les forgez auprès des enfants qui sont censés intégrer les entreprises demain, les organisations demain, c'est quoi les capacités ou les compétences clés sur lesquelles vous vous focalisez dans le cadre de cette association. Et puis évidemment, tu as le droit de réagir par rapport au sujet d'éducation dont parlait Dominique. Bon, je crois qu'on partage de toute façon les mêmes convictions. Et je crois que c'est Ken Robinson qui avait sorti son bouquin Changer l'école, qui est vraiment très parlant sur ce sujet-là. Alors, les compétences du XXIe siècle, elles existent. Hein, c'est pas Utopic qui les a définies. Et c'est vrai qu'on essaye de les porter. Alors, on essaye de les porter parce qu'on est, c'est-à-dire qu'on a à la fois une formation, enfin, de par notre formation, la première approche qu'on essaye de donner aux enfants, c'est comprendre, c'est critiquer. Donc, c'est vraiment développer l'esprit critique par les sciences sociales. Donc, c'est observer, faire des grilles d'observation, poser des questions, regarder ce qui se passe autour de soi et remettre en question, lister un peu les idées reçues. Par exemple, donc on travaille sur les objectifs de développement durable. Si on prend par exemple l'objectif de développement durable de l'égalité homme-femme, quand on travaille avec les enfants, on leur donne comme mission, par exemple, faites une grille d'observation sur la cour d'école, où sont les filles, où sont les garçons. Faites une grille d'observation sur comment on me parle à moi, Laurence, et comment est-ce qu'on parle à mon frère Philippe. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est pareil? Comment papa et maman se répartissent les tâches à la maison? En fait, donc la première étape, c'est vraiment d'éveiller le citoyen. Et quand je dis qu'on n'est jamais trop tôt pour avoir envie de changer le monde, c'est une collection que j'adore, qui sont des livres très, très bien pour les enfants et pour les plus grands. C'est vraiment l'idée qu'à partir de CE2, CM1, enfin vraiment à partir de 7-8 ans, on commence vraiment pour les enfants à pouvoir structurer une idée, une pensée, à commencer aussi à se poser des questions sur le monde et à observer et à échanger. Et là, on arrive sur la question du lien, mais à échanger à la fois avec ses camarades, mais aussi avec ses enseignants et aussi avec l'univers de l'école qui peut être là ou du territoire quand on est là. Et qui vont effectivement développer tout cet axe de communication, qui est un axe vraiment très, très important, et qui va leur permettre aussi de comprendre, ou en tout cas d'avoir une posture critique par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qui se dit, et pourquoi les choses sont comme elles sont. Et l'intérêt en fait d'Utopic, c'est d'aller aussi au-delà. En fait, une fois qu'on a fait cette compréhension grâce aux sciences sociales et grâce à l'enquête et l'observation, c'est se dire, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on, alors malheureusement je vais dire co-design, mais comment est-ce qu'on design ensemble des solutions pour justement changer tout ce qu'on a vu sur ces problèmes d'égalité filles-garçons, par exemple dans la cour d'école ou dans l'école. Et donc là on passe sur des choses très concrètes, ça peut être écrire une charte, ça peut être créer une cour partagée, ça peut être faire la journée des parents, ça peut être jouer des scènes de ce qu'on peut vivre au quotidien, mais en tout cas donner le pouvoir aux enfants de montrer aux adultes ou de montrer aux experts, parce qu'on aime aussi beaucoup inclure les experts, donc c'est-à-dire que c'est vraiment les enfants qui vont donner à voir à des gens dont le métier, c'est justement de savoir, d'être ce fameux sachant vertical. Merci. Et qui vont justement remonter, en tout cas, ces acquis et les faire ensemble. Voilà, donc c'est en tout cas des process, et c'est vrai qu'après, c'est la première pierre en fait d'éducation. C'est vrai que c'est le tout début, mais ce que j'aime raconter comme anecdote, en fait, c'est que les enfants avec qui on a travaillé une année redemandent systématiquement en début d'année suivante. Et cette année, on ne va pas avoir d'atelier utopique. En fait, cette année, on ne va pas nous donner la possibilité d'agir sur le monde. Donc, de voir avec quelle facilité à 8, 9, 10 ans,
ils sont complètement dans ce process-là. Et peut-être il y a une chose dont on a un peu moins parlé, mais qui me semble vraiment essentielle, c'est le côté aussi global et international. Donc on fait aussi cette démarche dans une démarche qui s'appelle le Global Children Decision. Donc c'est 1200 enfants, 40 pays, un jour J, qui vont plancher sur un objectif développement durable. Donc l'année dernière, on a travaillé sur l'alimentation. Comment est-ce qu'on fait pour nourrir la planète? Et on réfléchit, nous en France, mais il y a des il y a des enfants qui sont en Afrique et qui vont réfléchir. Et donc chacun dans son contexte, puisqu'on parlait tout à l'heure un peu du contexte et comment on est, va réfléchir sur cet enjeu-là. Chaque enfant va réfléchir et partager en ligne le même jour des solutions et faire avancer des solutions méta. Et donc ça, je trouve ça extrêmement enthousiasmant de voir avec quelle facilité, finalement, ce design peut être intégré dès l'école. Alors après, il y a la rupture, effectivement, parce que dès qu'on commence à arriver voilà, dans le collège, c'est beaucoup plus compliqué parce que plein d'interlocuteurs et parce que là, les parties prenantes, c'est beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, c'est des premières clés qui sont très, très enthousiasmantes. Je veux juste réagir, bravo, parce que ce que vous venez de décrire, c'est exactement le process du design. Hein. Il manque quelques petites choses. Pour moi, je pense que vous devriez l'intégrer, mais peut-être que vous l'intégrez, mais que vous ne l'avez pas dit. C'est il faut se passer de mots à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faut dessiner. Il faut dessiner, il faut faire. C'est très important parce que les mots, malgré leur puissance, on reste dans la linéarité de la pensée. Et le dessin permet d'explorer la complexité, de découvrir aussi, parce qu'on découvre avec le dessin, d'observer, parce que le dessin, ça sert aussi à regarder, plus qu'à représenter. Et donc, moi, je vous invite à intégrer cette dimension de la représentation dans la démarche, parce qu'elle est très, très, très puissante. Et sans elle, en fait, on reste dans ce que nous, on appelle le design thinking, hein, d'ailleurs, ce qu'on n'aime pas beaucoup comme terme. C'est-à-dire qu'on est juste dans l'abstraction. Ouais. Et en fait, à un moment donné, il faut dessiner. C'est très, très important. Parce que sinon, tout ce que vous avez décrit, hein, l'esprit critique, l'observation, le problem solving, voilà, le partage, hein, donc, voilà, c'est exactement la démarche du design. Et tout l'enjeu, c'est comment on fait pour que ça continue au collège, au lycée, à l'université, dans l'entreprise aussi. C'est partout, en fait, tout le temps. Pour ça, c'est un véritable changement de paradigme. Et je vous félicite pour le lancer, et en particulier au niveau international, c'est super. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. J'avais encore plein de questions, mais je vois que le temps passe et j'aimerais bien quand même qu'on ait la possibilité d'échanger avec la salle. Du coup, peut-être un dernier mot de chacun d'entre vous, mais ultra bref, si vous avez un vœu, en principe, une focale que selon vous, l'entreprise devrait changer pour faire advenir la nouvelle valeur, s'il y a un élément clé à retenir selon vous. Et je pense que le volet cruciforme, il a d'ores et déjà été dit, donc je te demanderai un deuxième, Dominique. Ça serait quoi, chacun d'entre vous, une focale à changer, un paradigme à changer, un principe à intégrer, ça serait quoi? Bon, j'en avais plein en tête, mais du coup, je vais quand même changer suite à tout ce qu'on a dit, parce que j'adore aussi cette idée de la croix là, et c'est ça aussi pourquoi chez nous c'est un succès, parce que c'est un succès, j'ai pas pu le dire, mais on est neutre, 3 scopes confondus et tout ça. Donc mon mot, ce serait le côté humain. Alors le côté humain, ça reprend ta valeur, mais pourquoi aujourd'hui c'est un succès? Parce que tout le monde a travaillé dessus. Nous, en fait, on n'a pas de service RSE, comme on en a parlé. Tout le monde peut apporter ses idées en termes de design, en termes de performance, en termes de ce qu'on veut. Et du coup, pourquoi je pense que c'est le côté humain le plus important? C'est parce que si aujourd'hui c'est un succès, si aujourd'hui on est tous fiers d'appartenir à ce groupe, c'est parce qu'on a l'impression de pouvoir changer les choses. Et parce que notre personne, clairement, je fais pas du politiquement correct, mais moi, il y a 12 ans, si on m'avait dit que je resterais 12 ans dans une boîte de moquettes, j'aurais jamais accepté. Et pourtant, aujourd'hui, si je le suis, c'est parce que je sais que je peux faire les choses à mon échelle, que mon collègue de n'importe quel service va pouvoir faire les choses, parce que le côté humain a été bien intégré dans cette stratégie, finalement, où la direction était claire avec Ray Anderson, mais la stratégie, par contre, il n'y en avait pas vraiment. Et du coup, c'est ce côté humain. En un mot, mais ça va être une couche supplémentaire du côté humain, mais voilà, c'est le côté aussi inclusif, parce que ça me semblait à la fois dans les projets dont on a parlé, à la fois ça croise complètement avec l'humain, mais en tout cas, ce fait de se dire qu'à un moment, chacun, quel qu'il soit, à partir du moment où il adhère au sens de l'entreprise, et comme on disait, voilà, faire décoller, en tout cas, c'est vraiment
essentiel pour moi que chacun ait la confiance en soi de se dire qu'à un moment, il va être intégré dans le processus, quelle que soit sa casquette, et qu'il aura quelque chose à apporter. Et c'est pour ça que c'est un travail qui commence tôt, pour se donner cette confiance en soi, de sentir qu'on va pouvoir le faire, en fait, et de sentir qu'on a ce pouvoir-là à l'intérieur et à l'extérieur aussi de l'entreprise. Parce que faire des choses dans l'entreprise, c'est quelque chose. Faire rayonner en dehors de l'entreprise et être dans des tables rondes comme aujourd'hui, c'est aussi une vraie volonté de se dire on peut aussi porter ça autour de nous, même si on a une casquette tout à fait humble de ce qu'on a pu faire sur le terrain, en fait. Je vais rajouter une couche aussi, alors. Humain. Voilà, moi je dirais le projet humain. Parce qu'avec le terme de projet, c'est qu'on est là, c'est maintenant, c'est demain, c'est après-demain. Et ce après-demain, il est conditionné par ce qu'on va faire. Donc on est dans la décision, justement. On ne l'a pas abordé, mais on l'a abordé tout le temps, en fait. Mais avec quelque chose de neuf, parce qu'on pourrait dire que le projet humain, il est au cœur des Lumières, par exemple. Le projet humain, c'est le projet des Lumières. La leçon du XXIe siècle, c'est que c'est le projet humain au sein du vivant. Ça, je pense que ça change tout, tout d'un coup, parce que un projet humain dans le cas de la séparation, c'était le projet humain, celui de la maîtrise, celui de la maîtrise absolue, du contrôle de la nature. Le projet humain au sein du vivant, le projet humain reste, mais il affirme le fait qu'il est totalement lié, corrélé, fusionné même, avec celui du vivant. Et là, tout d'un coup, c'est une nouvelle couche. Merci beaucoup, en effet, d'avoir clôturé sur cette notion de symbiose. Maintenant, peut-être, vous avez des questions. En tout cas, merci mille fois pour vos interventions. Si vous avez des questions, les personnes qui sont en digital, Jean-Baptiste, il reprend les questions et n'hésite pas à venir les poser. Alors, c'est des questions qui s'adresseront à vous tous, en fait. Alors, vos remarques m'ont inspiré plusieurs réflexions. J'ai découvert il y a 1 an un modèle de Claire Graves qui s'appelle la spirale dynamique, qui se voulait à l'époque répondre à la question mais qu'est-ce qu'une personne mûre moralement? Et la réponse était il n'y a pas de réponse. En fait, il y a 8 niveaux de maturité qui correspondent à des passages de peur, mais auxquels aussi on associe des paradigmes d'organisation sociale. Et quand on les enseigne, quand on exprime la nature du passage, de la peur qu'on arrive à transcender pour passer au niveau supérieur, on arrive à accéder à des représentations de transformation et à des paradigmes auxquels on n'accède pas nécessairement sans comprendre cet enchaînement. Et par exemple, un cas très concret qui fera peut-être polémique, mais je le pose, la parité homme-femme est un paradigme assez bas en fait. Parce qu'au niveau bleu, qui est un niveau un peu intermédiaire dans la spirale, on a vu émerger les religions monothéistes qui ont normé le genre. En fait, il n'y avait plus, à partir des religions monothéistes, il y avait l'homme et la femme. Avant, on pourrait dire, il y avait des formes plus sophistiquées où chez les Indiens, par exemple, il y avait 5 genres. Et on considérait qu'il n'y avait pas, par exemple, les hommes, les femmes, et puis ceux qu'on ne sait pas caser, par exemple. Et cette dualité-là est très ancrée dans la religion monothéiste, en fait. Et donc, pour arriver à la résoudre, comme dit Einstein, on ne résout pas le problème en restant dans le paradigme du problème. Et donc, il faut passer à un paradigme supérieur qui transcenderait cette dualité qui a été créée, en fait. C'est une construction sociale, cette dualité. Ça, c'est la remarque. La spirale, pour moi, a une puissance qui est absolument remarquable. La deuxième, c'est sur la question du projet politique. Évidemment, nous rassemble, Dominique, puisque je travaille avec Dominique, je fais partie du comité scientifique de l'école. Il y a dans ton discours quelque chose qui me fascine, qui est qu'en fait, il y a eu effectivement 2 mouvements qui, moi, m'intéressent énormément, qui sont à Polytechnique de Milan, un designer de talent qui s'appelle Ezio Manzini, qui un jour se pose la question comment on peut rendre les citoyens designers pour leurs conditions de vie eux-mêmes. Il a appelé ça le méta-design. Dans l'histoire de la cybernétique, à une autre époque, un peu antérieure, une approche pluridisciplinaire avec des anthropologues, des gens des sciences cognitives, donc Margaret Mead, en fait, la crème de la culture américaine,
on réfléchit, notamment via les conférences MASI, qui étaient les conférences fondatrices de l'intelligence artificielle, aux questions si un système est intelligent, il a donc une finalité, qui est en droit de définir la finalité, et quand le système sera intelligent, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, ils ont eux aussi pensé la question du méta-design, qui, au-delà de la première, dans cette mouvance qui a été à la fois en biologie, en physique et dans les sciences sociales, la question de la modélisation et donc la question des boucles de rétroaction, l'idée que à l'intérieur du système, il faut penser quelque chose qui permet au système d'aller dans une direction donnée ou d'assurer son maintien ou sa croissance, qui s'appelle l'autopoiesis en fait. Mais dans les sciences cognitives, on l'appelle le méta-design, qui consiste à dire est-ce que je suis capable de définir les conditions qui permettront de prendre les bonnes décisions? Dans l'entreprise à mission, ça peut être la raison d'être, qui est un des éléments constitutifs d'un cap qu'on veut s'assurer de suivre ensemble. Dans la question de la politique, la différence majeure entre le projet tel qu'il était pensé en Italie à l'époque, sur cette façon et aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans des systèmes dynamiques. Et dans des systèmes dynamiques, si on n'inclut pas le méta-design, on arrive à des dérives qu'on pense avec des pansements sur des jambes de plâtre qui sont des comités éthiques chez Facebook ou chez Google quand la mauvaise direction est donnée, en fait. On ne peut plus la corriger, sauf à repenser structurellement le sujet quand même. Et donc, la question, c'est, quand on est dans des systèmes dynamiques, la question de la politique, elle est dans un système dynamique. Et pour le design, la pratique et la culture du design, c'est une singularité qu'il faut absolument intégrer. C'est-à-dire qu'on ne définit pas le début et la fin de quelque chose, mais on rentre dans les approches systémiques dans lesquelles on est dans une logique d'intervention. Donc on n'est plus dans l'esthétique ou la forme de quelque chose de fini, mais de quelque chose qu'on va modeler, transformer, modifier, et qui pose la question à quel endroit il est le plus pertinent d'intervenir sur quelque chose qui, de toute façon, pour l'essentiel, existe déjà. C'est une différence qui est, donc je te rejoins complètement, mais c'est vraiment une nuance importante qui est que dans le projet politique, il y a cette idée que le système est dynamique et que le méta-design est l'espace dans lequel on va réguler les boucles de rétroaction pour s'assurer qu'on va vers une finalité qui est désirable en fait. Et dont les nuances ne sont pas si simples à attraper, hein, on peut l'appeler. Voilà. Déterminisme, on ne peut pas modéliser ça. En fait, ça se passe. Exactement, c'est le propre. Ça se passe. Et c'est le b.a.-ba de la cybernétique, c'est que ça se résout par la conversation. Tu l'as très bien dit, c'est un des piliers de la cybernétique, c'est on ne décrète pas, mais on itère en fait. Et ça affirme de cette un peu comme une pondération de l'idée de la croix, c'est qu'il n'y a pas un mec qui décide et puis après on exécute et on planifie sur 20 ans, qui est un modèle très orange dans la spirale où on va nous parler, après la croissance, la seule avenir c'est la décroissance, qui est une pensée matérielle en fait, très binaire en fait. Genre Covici, c'est un ingénieur qui pense dans l'espace de l'ingénieur et qui n'arrive pas à penser autrement que la croissance, son contre-pied la décroissance en fait, plutôt qu'une croissance alternative ou un modèle de prospérité. Mais la question de la décision, elle est aussi dans la question de comment elle émerge ou comment on crée les conditions d'une décision qui n'est pas hyper-centrée en fait. Et le méta-design œuvre dans cette voie-là en fait. C'est un espace assez spécifique qui consiste à vouloir créer les conditions des bonnes décisions en fait, sans préjuger de qui les prendra, si c'est une forme de culture ou dans une autre. Les conditions de création des bonnes décisions, si c'est pas une définition de la politique, ça, je veux dire, je voudrais savoir ce que c'est. Peut-être, est-ce que en fait, je voudrais merci de mentionner la cybernétique, etc. Moi, je suis ingénieur, mais de culture de culture du design. Ah oui, il n'y a aucun problème, je suis le premier à le faire. Mais avec une culture design, ça me convient bien de la définition du design que vous avez proposé. Mais en fait, justement, j'avais une question par rapport à ces boucles de rétroaction. C'est-à-dire que si on va vers une économie du sens, en fait, quelle est la boucle de rétroaction du sens? C'est-à-dire que qu'est-ce qui... Et peut-être quelle est la boucle de rétroaction négative du sens pour éviter un accroissement de l'entropie vers un sens qui n'aurait plus de sens, quoi. C'est-à-dire comment on le mesure et qu'est-ce qui se passe en fait dans cet espace de méta-design? Quelles sont les informations qu'un système est capable de manipuler pour faire en sorte qu'il y ait une régulation effective? Mais ça,
sait prototyper des choses absolument incroyables aujourd'hui. Il existe des outils numériques pour prototyper ce qu'on appelle des doubles numériques. Donc, on sait sur des choses très industrielles comme très mondaines. Hein, donc, Dassault Systèmes pour les chaînes industrielles et Roblox pour les propriétés physiques des objets dans les jeux vidéo. On sait modéliser beaucoup de choses, et il y a une chose sur laquelle on ne s'est jamais attardé vraiment, c'est la modélisation et le prototypage de nouvelles façons d'être ensemble, qui peuvent inclure du rituel. Ce sont des choses sur lesquelles moi j'essaie de travailler, que j'essaie de faire financer, que je nomme avec des mots encore maladroits, mais un moteur de jeux vidéo qui est centré sur la question des rituels sociaux, en fait. C'est parce que dans les théories du changement, ce n'est pas l'information, ce n'est pas la connaissance qui produit du changement. Le plus haut niveau d'effectivité, plus haut niveau d'impact, en fait, c'est le changement du rituel. Et le rituel n'est pas quelque chose d'individuel, ça nous ramène à une approche néolibérale où je suis en plein pouvoir, je maîtrise ma vie et je maîtrise mes désirs, mais de quelque chose de la relation et de la conversation qui s'inscrit dans des formes de rituels. Et dans le numérique, on peut par exemple utiliser la capacité de faire émerger des rituels qui viendraient conducteurs d'un changement pour un groupe donné. Voilà, c'est un bout de réponse. Mais la vraie question, la vraie difficulté, c'est le coût du prototypage, qui fait qu'on a parfois des tentatives qui sont des violences qu'on se fait à soi, comme le passage au vélo dans Paris. Anne Hidalgo n'a pas eu le choix de l'imposer à un moment donné. Avec ces formes de prototypes, on pourrait créer des conversations qui créent des émergences un peu plus fluides. Alors, moi je ne suis pas ingénieur, je suis mathématicien de formation. Mais j'ai passé une bonne partie de ma vie dans l'intelligence artificielle. Donc, pour le coup, c'est des sujets que je connais un peu et donc qui m'ont nourri aussi beaucoup dans ma réflexion. Et ce qui me permet de faire de la réponse un peu, je dirais, provocante, hein, que je vais vous faire. C'est-à-dire que je pense que cette histoire de rétroaction, elle est datée. C'est-à-dire qu'en fait, la rétroaction, c'est un vieux concept cybernétique de gens magnifiques, hein, c'était extraordinaire, hein, 1948, Wiener, tout ça. Mais en fait, c'était des gens qui pensaient qu'ils allaient pouvoir modéliser un cerveau, hein, d'accord, globalement. Hein, d'accord. Donc évidemment, on sait combien c'est drôle, hein, comme idée, cette idée de modéliser le cerveau. Et ils pensaient que la boucle de rétroaction, c'était une réponse quasiment universelle, d'accord. Bon, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça qui s'appelle la mécanique quantique, qui s'appelle la chimie, qui s'appelle la physique, qui s'appelle la biologie, qui s'appelle la génétique, qui s'appelle la vie, bon, et qui n'est pas modélisable du tout. Et donc, on parle de boucle de rétroaction. Moi, je pense que la boucle de rétroaction, c'est un vieux concept. La conversation, c'est une anthropomorphisation, une anthropomorphisation du réel. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qui existe, c'est l'interaction. Des forces, hein, des forces s'exercent sur des objets, etc., des bosons, etc. Bon, moi, je pense qu'il y a un boson du design d'ailleurs. Et donc, ce qui rend vain d'une certaine manière cette idée qu'on va modéliser pour pouvoir décider. Moi, je pense que, en fait, la décision, elle est humaine. En fait, on peut préparer la décision, on peut modéliser plein de trucs, mais à la fin, quand on décide, c'est parce qu'on s'est réunis autour d'une table à 10, 15, 20 ou 2000, j'en sais rien, hein, et qu'on a dit on va faire ça pour telle et telle raison. Et peut-être qu'on se gourre. Et dans ces cas-là, on va mesurer les effets de ce qu'on fait et on changera. Et donc on sort de cette idée de on peut modéliser le truc, c'est déterministe, on appuie sur le bouton, il va faire ça. Hein, je sais bien que c'est ton propos. Je sais bien que c'est ton propos. Mais je veux dire, moi, je pense qu'il faut sortir cette idée de la conversation et d'une certaine manière acter le fait que le monde est une émergence. Et donc, c'est pas simplement, donc c'est pas une mécanique, c'est une émergence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de niveaux qui sont les uns au-dessus des autres, et le niveau du dessus est le résultat, l'émergence de ce qui se passe en dessous, et on comprend rien, globalement. D'accord ? On ne comprend rien. Et par contre, la seule chose qu'on sait, c'est que si on opère, on met en place cette culture du projet et qu'on se dit on est nul, on comprend rien, mais on a quand même des dessins et on va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et il va bien falloir qu'on prenne des décisions, sauf à nous laisser aller à une sorte de sauvagerie qui va faire qu'on sera plus de 3 millions sur Terre, mais on sera tellement loin les uns des autres qu'il n'y aura plus de problème. Oui, on n'a pas d'autre solution que de prendre des décisions ensemble, et puis en disant, en plus, il y a de fortes chances qu'on se gourre.
Merci. Dominique, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je sais qu'il y en a qui sont des personnes en ligne. Jean-Baptiste, si tu veux bien t'approcher avec le micro. Et si en attendant que Jean-Baptiste parle, vous avez d'autres questions comme ça, on va en prendre plusieurs. En fait, c'est pas tellement une question et c'était plus une réaction parce que moi, je suis dirigeante d'entreprise et justement, je ne le suis plus en ce moment parce que j'ai pris le pari que le jour où je revenais en entreprise, c'était pour la diriger différemment. Et ce que j'entends, c'est alors vous parlez du cruciforme, donc c'est pour moi très drôle parce que depuis un moment, moi, je parle toujours du cercle vertueux. Parce qu'effectivement, la façon dont on a tout séparé dans l'entreprise est une aberration qui nous amène à une perte de sens, à une perte d'engagement. Et là où je suis très contente de vous entendre aujourd'hui, c'est que ce que je sens intuitivement depuis longtemps, c'est que l'entreprise fait société, pas que l'entreprise. Et l'enjeu de demain de faire société, pour moi, est de retourner dans une société. Pour la diriger, c'est prendre ses responsabilités de faire société. Voilà, donc je voulais juste partager ce ressenti qui est profond et qui m'anime et qui corrobore. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc voilà, puis un grand merci pour tout ce que vous avez partagé. Et vous parliez tout à l'heure du paradigme industriel dans lequel on était dans les présentations. Et parfois, on parle de surconsommation. Il y a une forme de culpabilisation par ailleurs. Voilà, je me posais la question, et souvent on parle de besoins, de répondre qu'à des besoins existants, d'adresser des fonctions, etc. Et je me posais la question de savoir quelle est la place de la beauté là-dedans, de l'harmonie, de l'amour, de la beauté, de la puissance de l'art là-dedans. Quel est le rôle qu'il pourrait jouer dans cette révolution-là, qui quand même est aussi particulièrement émotionnelle? Personnellement, je me permets de répondre en mon nom, mais je vous laisserai répondre à vous-même. C'est pour cette raison-là aussi qu'on a choisi le mot esthétique, même si on parle d'éthos pour ces dimensions. Pour cette dimension-là de la nouvelle valeur, puisque c'est pas anodin qu'on ait choisi ce mot-là, puisque nous aussi on est animé par le sens de la beauté. La beauté, par ailleurs, c'est elle qui fait société. La beauté, l'harmonie, c'est elle qui crée le lien. Donc si on est dans une économie de lien, et si le rôle d'une entreprise, c'est de contribuer à faire lien avec la société, être société, comme vous avez dit tout à l'heure, l'entreprise n'a qu'un objectif, c'est de devenir harmonieuse. Donc pour moi, c'est un principe presque suprême à ces 5 principes qu'on a voulu aborder. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi esthétique, puisque pour nous, la beauté, c'est aussi le récit le plus fort qui a jamais existé. C'est la beauté qui a codifié beaucoup de choses dans l'histoire de l'humanité. Peut-être tu pourras en parler en tant qu'anthropologue, peut-être je m'avance trop, mais pour moi, c'est le plus fort des récits. Considérer ce qui est beau et se dire qu'on est sur Terre et l'entreprise est sur Terre pour créer du beau. Et le beau, il passe par du lien. Enfin, je m'inscris pleinement là-dedans. Et quand je parlais de répondre à des besoins, c'était juste sur une dimension. Et je suis totalement d'accord avec... autour de ces questions. Voilà, même vous disiez c'est peut-être la valeur suprême qui est au-dessus. Bah, elle n'y est pas. Et elle n'est pas dite. Elle n'est pas dans le récit. Donc, dans un moment où on ne peut pas aller... toutes les sources de culture et d'accès à la culture sont pas indispensables, comme on dit, pas essentielles. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose de fort autour de en tout cas repenser ou reposer à quoi ça sert, quoi. Enfin, ça sert à rien, enfin peut-être pas, quoi, justement, au contraire, peut-être que c'est extrêmement, peut-être que c'est le fondement, c'est le fondement du lien, et voilà, tout en n'ayant pas n'ayant pas de fonction classique de l'analyse fonctionnelle, voilà. Oui, mais ingénieur, mais ça sert. Oui, et j'ai posé les questions aussi du... Oui, le Premier ministre anglais à l'époque avait dit la même chose à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit mais à quoi bon se battre si c'est pas pour sa culture, pour la culture en fait. Ouais.
déjà, l'ensemble des personnes qui sont sur le chat souhaitaient vous remercier vraiment pour la qualité de vos interventions. Ensuite, il y a une première question qui en reprend plusieurs, donc je vais poser celle-ci. D'un côté, vous témoignez d'entreprises qui développent des méthodes d'intégration comme celle dont il a été question cet après-midi. Et d'un autre côté, on assiste à un retour de la bureaucratie rationnelle dans beaucoup d'entreprises et en particulier dans les grands groupes. Avez-vous observé cela et quel est votre avis? Et une autre en lien sur pourquoi en fait, le design qui existe depuis longtemps peine à se développer. Et donc ça, c'était les deux premières assez en lien. Et une deuxième qui était pour Dominique Siama. N'avez-vous pas l'impression qu'en fait, un système ne prend pas de décision lorsque chacun participe et l'émergence n'est pas une décision? Voilà, il aimerait savoir ce que vous en pensez et fait le lien avec l'open brief et l'expérimentation des années 60. Mais, il faut relier ça à cette idée du cruciforme. Hein. C'est-à-dire que c'est ça, c'est cruciforme. C'est-à-dire que les décisions, à un moment donné, elles sont souvent portées par des individus, hein, mais qui sont l'expression de résultantes, d'accord, et surtout d'un travail préalable, c'est-à-dire qu'elles ne sortent pas de nulle part. Et donc, c'est de ce point de vue-là que c'est complexe. Hein. Puis j'ai dit combien de fois combien on était nuls. Hein, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes chances qu'on se trompe la plupart du temps. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En ce qui concerne le design, pourquoi c'est si difficile? Mais parce qu'on n'a pas une terre de design en France. Il y a des designers, hein, il y en a plein. Et ils ont de grands talents. On est une culture de l'ingénieur. C'est la culture de l'ingénieur qui est prégnante. En plus, elle est fondamentalement verticale, hein, elle est même pyramidale, hein, en France. Hein. Il suffit de regarder notre constitution. Hein. C'est un type là-haut, tout seul, qui peut décider de tout, et y compris de dire ce décret-là, finalement, on va l'arrêter. Les motards, là, non, on va suspendre le contrôle technique des motards. On ne sait pas pourquoi, mais il peut le faire. Donc c'est extraordinaire. Hein. C'est pour ça. Hein. Il y a des pays, vous allez en Finlande, vous allez au Danemark, vous allez dans d'autres endroits où cette culture du partage, du projet, de la créativité, de la curiosité, du questionnement, etc., elle est à l'œuvre. On est des arriérés ici. On est des arriérés absolus. Et en plus, on en est fiers. C'est-à-dire qu'en plus, on a l'élite les plus extraordinaires, Mathsup, Mathsp, les écoles d'ingénieurs, ce sont des conneries absolues. Hein. C'est-à-dire que les Mathsup, Mathsp, c'est vraiment des machines à décérébrer les gens. Hein. Donc, c'est les 2 plus belles années de leur vie, 18, 19 ans, 20 ans. Ben non, vous n'allez rien faire. Hein. Juste faire des maths ou de la physique pendant 2 ans, vous extraire du monde, et puis après, vous allez voir de toute manière, vous allez participer, vous serez l'élite du monde, vous rentrerez à la Polytechnique, vous ne foutrez plus rien pendant 3 ans, parce que c'est bon, vous avez démontré que vous êtes les meilleurs. Et d'ailleurs, les plus dessinés vous sont promises, et vous serez une catastrophe absolue, d'accord? Et puis le design en France, il est considéré par la puissance publique comme de la culture, comme de l'art. Alors qu'en fait, nous, on est destinés à diriger ce pays, d'accord? C'est-à-dire que le prochain président de la République, si toujours ça existe, j'espère que non, eh bien, ça sera un designer, d'accord? Ce sera un designer parce que justement, il sera le type capable de dire, attendez, on va tous être ensemble, on va tous travailler ensemble, puis à un moment donné, il faudra décider, d'accord? Mais on va tous travailler différemment, comme vous l'avez décrit. Voilà. On pose des questions, on problématise, on observe, on imagine, on essaye, et on développe, et puis on instancie, et puis si ça ne marche pas, on recommence. Bon, bah, c'est pas ça du tout en français. Moi, j'ai réuni 5 bons mecs qui sortent tous de Polytechnique, et ils ont décidé que ce serait comme ça, d'accord? Et ben on va faire comme ça. Et puis, c'est le mur. D'accord? Bon, on recommence, l'autre mur. D'accord? C'est pour ça que ça ne marche pas. Non, on a fait le tour des questions sur les réseaux. Je vous remercie. C'est sur l'émergence, d'accord. L'émergence, c'est l'émergence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent en dessous qu'on ne comprend pas et qui génèrent des choses qui se passent au-dessus. On ne comprend pas non plus d'ailleurs. Et ainsi de suite, d'accord. Donc, la problématique de l'émergence, c'est que tout d'un coup, elle fait apparaître de la complexité. C'est-à-dire quand vous regardez le modèle standard de la physique, hein, bah c'est simple, il y a un certain nombre des fermions, des bosons, etc. On arrive à comprendre ce qui se passe. Puis dès qu'ils se mettent à interagir, on comprend moins bien. Ils font des trucs bizarres d'ailleurs. Ils sont là et là aussi en même temps. Et puis ça génère des trucs encore plus bizarres qu'on ne comprend pas non plus, et qu'on observe. L'émergence, c'est l'affirmation de la complexité des interactions. Et tout le problème, c'est de savoir comment, au sein de la complexité des interactions, quand on regarde l'humanité, il y a des interactions qui relèvent de la fiction, qui relèvent des imaginaires, qui relèvent de nos croyances.
qui viennent se rajouter à ça, qui sont loin d'être maîtrisés, hein, rien n'est maîtrisé dans ce qui se passe dans la tête des gens, il faut quand même se dire, figeons la situation, et à partir de l'analyse de cette situation figée, qu'est-ce qu'on décide? L'émergence, c'est plutôt l'affirmation de la complexité. C'était sur le design thinking. Les décisions n'émergent pas. Hein. Les décisions, elles sont construites. C'est l'émergence de nouvelles. Par contre, elles peuvent être produites par de l'interaction sociale, de l'interaction méthodologique, plein d'interactions. Mais elles ne relèvent pas de l'émergence. Ou quand elles relèvent de l'émergence, ça veut dire qu'elles ne sont pas pensées, ça s'appelle la vie. C'est-à-dire que la vie produit des solutions. Voilà. Et franchement, les mecs ne se sont pas réunis à 15 pour dire comment on va faire pour prendre cette forme de champignon. Ah, t'appelles ça champignon? Ouais, j'appelle ça champignon. Merci beaucoup Dominique. Je vous propose que ce soit le mot de la fin de cette table ronde, puisqu'on a d'ores et déjà dépassé. On appelle ça champignon. On appelle ça champignon et finalement la nature fait émerger des choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse 10 minutes de pause, puisqu'on a un petit atelier qu'on a voulu mettre en pratique sur ce sujet de la nouvelle valeur et questionner le facteur humain dans une transition qu'on va essayer de cibler ensemble, qu'on va essayer de réfléchir ensemble sur un certain nombre de cas d'entreprise dans un micro-atelier qui sera à la fois en virtuel et en présentiel pour ceux qui sont là, si ça vous tente et si vous restez avec nous. Mais je vous propose quand même qu'on fasse 10 minutes de pause, puisque je pense que ça s'impose. Merci.